Bonjour à tous et à toutes. Comme vous le savez, AgroParisTech Alumni a souhaité valoriser la notoriété des Mardis du Quai Voltaire, acquise par nos anciens, bonjour Bernard, en rénovant leur format depuis l'année dernière. Nous laissons place désormais à la controverse sur des sujets d'actualité autour de personnalités charismatiques, au parcours et points de vue variés. Après 4 sujets sur l'agriculture et l'alimentation, le bien-être animal, l'alimentation durable, l'agribashing, puis la PAC dans l'Europe, nous élargissons le champ de notre réflexion à des sujets de société, environnementaux, sociaux. La responsabilité sociétale des entreprises, effet de mode ou réel enjeu pour l'entreprise d'aujourd'hui, c'est la question que nous nous posons. C'est une question qui se pose à toute entreprise, cotée au CAC 40, comme ETI, entreprise de taille intermédiaire, PME, TPE, quel que soit son secteur d'activité. Donc pas seulement, mais aussi l'agroalimentaire. L'enquête Horizon 2025 que vous devez connaître pour la plupart, puisque c'est une enquête qui a été réalisée auprès de 18 000 alumni, a révélé un point très fort autour du souhait des anciens et des jeunes sur la nécessité de rapprocher l'enseignement supérieur de l'entreprise. Donner un sens à son métier, c'est aussi une préoccupation constante des jeunes qui sont représentés ce soir parmi nos auditeurs directs, présents au Quai Voltaire, ou bien en direct sur le site, sur la page Facebook de notre association. Au nom d'AgroParisTech Alumni et de sa présidente Marie-Christine Huot, je remercie chacun et chacune de nos 4 intervenants que Jean Lebrun nous présentera. Pour la 2e fois, Jean Lebrun nous fait l'honneur et le plaisir d'animer notre débat. Jean Lebrun, vous le savez, c'est la marche de l'histoire sur France Inter, chaque jour à 13h30. Il raconte des histoires dans l'histoire avec humanisme et éclectisme. Préparer ces mardis du Quai Voltaire avec vous, Jean, est toujours un moment délicieux que nous sommes heureux de vous offrir à tous ce soir, présents ou en direct sur la radio. Merci, sur les ondes. Enfin, humanisme, je ne sais pas, mais ignorance dans beaucoup de domaines que je ne manquerai pas de manifester en votre nom à tous, parce que tous les mots qu'on va utiliser ne sont pas nécessairement familiers à l'ensemble des Français, peut-être pas à tous nos auditeurs, directs ou indirects. Alors, honneur d'abord à Anne Lardou de Pazis. Assez vite, on verra, Anne, que la question environnementale et la question de la RSE ont à voir. Et dans votre parcours, vous avez tissé les deux, non? N'avez-vous pas eu des responsabilités environnementales dans une grande société? J'ai effectivement eu la chance de travailler de très longues années au sein d'un grand groupe spécialiste de l'environnement français. J'ai eu la chance d'exercer mes activités à l'international et de mêler les problématiques environnementales avec celles de l'investissement. J'ai également eu l'opportunité d'exercer au sein de conseils d'administration d'entreprises. Et c'est sur ce sujet des investissements, de la transition écologique et au titre de mon expérience d'administrateur de société que je témoignerai ce soir. Alors, on donne d'abord la parole à ceux qui sont de la maison, François Nicolas Boquet et Alexis Nollet. François Nicolas Boquet, je vais dire que vous êtes la voix patronale. Ben non, pas du tout, parce que vous allez vous exprimer à titre personnel et avec beaucoup de liberté aujourd'hui, bien que depuis quelques années, après des fonctions de consultant, vous travaillez comme directeur de l'environnement, vous vous occupez de toutes les questions qui vont nous concerner ce soir, à l'AFEP. L'AFEP. Je sais pas.
Non, mais chacun garde son micro, c'est mieux. Ah bon, d'accord, désolé, mais je ne savais pas le mettre en haut. Voilà, la FEP, ça peut être l'Association française des enfants précoces, si vous allez sur Internet. Oui. Il se trouve que du coup, je ne suis pas dans celle-là, parce que je ne suis peut-être pas précoce. Et donc, je travaille à l'Association française des entreprises privées. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Une association que je ne connaissais pas moi-même avant d'y être recruté. Donc, ce qui prouve, voilà, mais qui est devenue plus visible et plus publique depuis un certain nombre d'années. Voilà, moi j'ai monté en fait toute la fonction environnement énergie depuis très longtemps maintenant à la FEP, depuis 2000, mais c'est des sujets qui ont monté en puissance et on a vu se développer voilà, toutes ces questions-là avec une orientation qui sera sans doute celle de ce soir, c'est travailler finalement sur l'équilibre, le travail d'équilibriste entre la législation obligatoire et les dispositions d'ordre volontaire des entreprises. Quel équilibre trouver, voilà. Et cette question-là, moi je travaille à 50% de mon temps sur les projets de loi, les projets de réglementation, et à 50% de mon temps sur qu'est-ce qu'on peut avoir comme initiative intéressante. Et donc, il faut connaître les deux pour savoir essayer de trouver le bon équilibre, et c'est pas toujours facile, on a besoin des autres. La FEP n'est pas suffisamment connue parce que vous avez dû expliquer à un autre agro, pourtant, Alexis Nollet, il y a un instant, ce qu'elle était. Il est vrai que votre entreprise ne peut pas encore concourir, Alexis Nollet, au niveau où est parvenu chacun des membres de la FEP. Alors, je ne suis pas agro, je suis un agri, moi. Ah oui, c'est pas pareil et c'est très important, je pense. Je me souviens d'avoir commencé une émission avec Alain Robbe-Grillet. Je n'avais pas donné tout à fait son terme exact d'ailleurs. Je n'ai pas réussi à finir l'émission. Au bout d'un moment, il m'a jeté avec mépris et il est parti. Parce qu'il ne faut pas se tromper sur les titres dans vos métiers. Alors, Agri. Voilà. Donc, moi, j'ai un parcours. Donc, moi, je suis patron de PME, enfin, co-dirigeant d'une PME qui s'appelle, d'un écosystème d'entreprise qui s'appelle Ulteria. Mon parcours, vite fait, c'est école d'ingénieur agricole. Ensuite, 2 ans en Colombie dans un bidonville au service des enfants. Et ensuite, 5 ans chez L'Oréal. Et puis, avec mon associé, en 2006, on a repris une entreprise. Et on a eu un parcours qui m'amène ici. Et je crois, Jean m'a dit, c'est pas tout de suite. Donc, je vais peut-être lui redonner la parole. J'ai surtout donné la parole, moi, à la voix académique. On va parler tous les deux, parce qu'on n'est ni agri, ni agro. Alors, Michel Capron, voix académique, oui, bon... vous avez beaucoup travaillé à l'université, Paris 8, Paris Est, vous avez été expert, mais vous avez eu aussi une fonction dans votre jeunesse de consultant auprès des comités d'entreprise. Hein. C'est comme ça que vous avez été formé. Et vous êtes au centre, en France, de toutes les réflexions sur la RSE, et on m'a confié une Bible annotée par... vos animatrices préférées ici présentes. On en est à la 3e édition, à la découverte, la responsabilité sociale d'entreprise. On va faire tous les deux un peu d'histoire. Comment la marche de la RSE s'est-elle organisée? Moi, j'aurais eu tendance à vous demander, Michel, si c'est pas Macron, non. J'aurais eu tendance à vous demander si c'était une lointaine descendante, la RSE, de l'entreprise paternelle ou paternaliste, de celle qui disait qu'elle avait une responsabilité dans le territoire vis-à-vis de ses employés, qui ne voulait pas définir, officiellement en tout cas, l'entreprise seulement par le profit et les investissements qu'il permettait pour créer des emplois. Mais quand vous avez commencé à travailler sur cette question, vous êtes allé vite en Californie et vous avez vu que la source était peut-être là, davantage. Oui, alors effectivement, on peut faire remonter la RSE, je dis RSE pour ne pas répéter à chaque fois responsabilité sociale ou sociétale d'entreprise, on peut le faire remonter effectivement au paternalisme de l'entreprise de la fin du 19e siècle. C'est un peu comme ça d'ailleurs que les Américains le concevaient, puisque en fait quand l'allocution en anglo-américain émerge dans le début des années 1950, Corporate Social Responsibility, c'est une conception qui est d'origine religieuse, philanthropique et hors business.
c'est vraiment ces caractéristiques-là. Et alors je passe très vite sur l'histoire, hein, parce que l'histoire est quand même pour arriver à l'actualité. Mais la philanthropie séparée de l'activité de l'entreprise, c'est-à-dire qu'on fait le mal et en échange on fait le bien par la philanthropie. Éventuellement réparer le mal en faisant de la philanthropie, éventuellement, oui, effectivement. Mais donc ça, c'est la conception états-unienne qui n'a pas pris en Europe dans les années 60 on peut dire jusqu'aux années 1990, parce que en Europe à ce moment-là, le bien-être, c'est l'État-providence qui assure le bien-être en quelque sorte des personnes. Donc c'est pas l'entreprise. Et c'est les politiques de dérégulation à partir des années 1980, le retrait un peu de l'État, qui fait qu'on va se tourner en Europe de plus en plus vers les entreprises pour assumer des fonctions, des charges qui n'étaient pas vraiment les leurs à cette époque-là. Mais donc la RSE, en fait, se transporte, peut dire, j'ai été un petit peu, excusez-moi, à tort ou à raison, un peu l'agent qui a transporté le concept en Europe, dans les années 1990. Mais à ce moment-là, la physionomie, la philosophie de la RSE change en Europe avec deux modifications importantes. La première, c'est qu'il y a le lien, le couplage qui se fait avec la notion de développement durable, ce qui n'était pas du tout le cas aux États-Unis, qui l'est d'ailleurs pas encore tout à fait. Et d'autre part, on conçoit la RSE en Europe comme étant quelque chose qui n'est pas uniquement des initiatives volontaires, mais qui peut faire l'objet ou doit faire l'objet d'encadrements normatifs, régulatoires de la part des États, quoi. Donc là, il y a une modification très importante par rapport à ce qu'est la conception américaine. Et en fait, alors tout ça, c'est pas fait en un jour, hein, parce que les premières déclarations, enfin les premiers textes officiels de l'Union européenne, c'est 2001, et il faudra attendre en fait 2011, 2010-2011 pour voir un tournant très important dans la conception au niveau mondial de la RSE. Et là, on a 4 textes qui sont fondamentaux, à mon sens. C'est d'abord les lignes directrices ISO 26000 qui sont adoptées en octobre 2010, qui sont un texte qui n'a aucune portée contraignante, hein, l'ISO ne peut rien obliger, mais qui reprend environ 132 textes qui sont recensés, de textes qui sont des textes qui émanent des organismes internationaux, l'ONU, l'OCDE, l'OIT, etc. Et c'est un texte qui est fondamental parce que pour la première fois, il couvre l'ensemble des champs qu'on va appeler RSE, hein, et il donne des principes pour les entreprises, pas uniquement les entreprises, parce que ISO 26000, c'est les lignes directrices pour la responsabilité sociétale des organisations, pas uniquement les entreprises. Et donc, Mais ISO 26000, qui est une sorte de codification, si j'ai bien compris, c'est à l'initiative de qui ? Alors, c'est à l'initiative, à l'ISO, des industriels et des consommateurs. Hein. C'est comme ça que fonctionne l'ISO. Mais pour la première fois, l'ISO, à ce moment-là, associe les gouvernements, les syndicats de salariés, les chercheurs, puis les consommateurs. Enfin, les consommateurs, ils étaient de fait. Ouais. Donc là, il y a un élargissement de la part de l'ISO à toutes sortes de parties prenantes qui sont concernées par... Et les 3 autres textes que vous vouliez citer datent de... Alors, à peu près... Alors, en l'espace de à peine un an, vous avez les principes directeurs de l'OCDE, enfin une révision des principes directeurs de l'OCDE à l'intention des firmes multinationales, qui est également un texte fondamental et très complet, même parfois sur certains points plus complets que l'ISO 26000, notamment sur la fiscalité. Et c'est un texte qui peut, le dit l'OCDE, qui peut s'appliquer, y compris aux PME. Les PME peuvent s'en inspirer, et pas que les grandes entreprises. Le troisième texte, c'est dans la foulée, quelques mois plus tard, les principes directeurs de l'ONU sur les entreprises et les droits humains. Alors là, c'est le premier texte en droit international qui dit il n'y a pas que les États qui doivent se préoccuper des droits humains, il y a aussi les entreprises. Les entreprises, c'est aussi leur fonction de le faire. Jusqu'à maintenant, ce n'était pas le cas. Et puis, dans la foulée toujours, en 2011, une communication de la Commission de l'Union européenne qui revient sur le texte qu'elle avait publié en 2001 pour donner une nouvelle définition. Je pourrais vous lire un extrait tout à l'heure pour que vous voyez de quoi mais vous nous avez déjà beaucoup impressionné. Et vous avez situé le premier nœud, peut-être, là, vers 2010-2011. Oui, mais
il ne suffit pas de voir les choses par la réglementation internationale, par les grands courants d'idées mondiaux. Il faut aussi la voir, Alexis Nollet, par le mouvement de fond qui peut venir, notamment de la jeunesse. Alors c'est le moment d'intervenir, vous voyez, c'est pas si tard. Parce que M. Capron disait 2010-2011, et vous, 2006, non 2006, 2005 Non, et vous ne 2006. saviez pas tout ça. Non, pas du tout. Moi, j'avais quitté L'Oréal avec un ami, Sébastien. On avait envie de voler nos propres ailes et on a racheté une menuiserie industrielle de 30 personnes à Cravant. Cravant, c'est dans l'Yonne, Auxerre, entre Paris et Lyon, à peu près. Voilà. Donc, une toute petite boîte rurale. On a suivi notre parcours d'entrepreneur, on a grossi, maintenant on est 120, c'est encore tout petit. Est né, en fait, on a décidé de changer complètement notre modèle d'entreprise et un peu sous les principes de la permaculture. Je ne sais pas si vous connaissez tout ça, si vous êtes familier de tout ça. Mais en fait, on a décidé d'attaquer plusieurs secteurs. On a décidé d'attaquer évidemment l'industrie verte, l'éducation, l'alimentation et le lien social. Voilà. Ulteria est devenu, c'est un écosystème créateur de valeur pour l'homme et le vivant. C'est notre raison d'être. Ça se matérialise comment? Parce que tout ça, ça va être plus simple, vous allez comprendre. On a acheté un terrain de 10 hectares en périphérie d'Auxerre. Sur ce terrain, il y a une bergerie qui est en construction. Les bâtiments seront terminés dans une chèvrerie, pardon. Les bâtiments seront terminés d'ici un mois. On va manger nos premiers fromages permacole avant la fin de l'année. Donc 200 chèvres. Ça, c'est à droite de la parcelle. À gauche, on vient d'avoir le permis de construire, on commence les consultations des fournisseurs pour construire une usine de 4500 m² sous les principes du cradle to cradle, au summum de une usine positive qui va produire son énergie, au summum de la construction écologique. Au milieu de tout ça, on a monté une école il y a 2 ans, une école Montessori. Donc là, on aura 40 élèves l'année prochaine. Et cette école, elle va être au milieu du terrain. Mais l'école destinée à qui? Une école qui est ouverte. Je crois qu'on a 2 familles de nos salariés, c'est tout. C'est une école complètement ouverte, qui est destinée à ceux qui ont envie d'une éducation alternative pour leur enfant. Et nous, notre projet d'école, c'est qu'est-ce que peut une école Montessori, voilà. Mais c'est quelle est l'éducation qui va être adaptée aux enjeux de demain, aux enjeux climatiques. Et alors, donc tout ça pensé sans même avoir connaissance du mot RSE? Ah si, non, mais quand même. Ouais. Non, le mot RSE, bien sûr. Après, tout ça pensé sans avoir conscience de tout ce qui se joue et qui est hyper important dans le monde politique. Moi, j'ai commencé à comprendre tout ça au moment de la loi Pacte, parce que on a demandé à la Bercy pour témoigner. On va y venir, c'est cette année. C'est ça. Non, mais plutôt motivé par... Il y a eu un catalyseur, c'est le rachat une proposition de rachat par un groupe américain de notre groupe. Il y a un fournisseur qui est arrivé, qui nous a dit, voilà, on voudrait racheter votre boîte. Nous, en 10 ans, on avait mis un petit peu d'argent, mais finalement pas tant que ça. Et 10 ans après, Sébastien et moi, on partait chacun avec plusieurs millions chacun. Et ça, bien sûr que ça vous fait... Voilà, quand vous devez confronter la réalité de... Donc si je note bien les dates, 2006, c'est la création de l'entreprise de bois, et 2016... La reprise. La reprise de l'entreprise de bois, et 2016, c'est le passage... C'est la matérialisation à un stade supérieur. Supérieur, je ne sais pas, mais un autre stade. Vous savez qu'en 2016, on va suivre le calendrier et les annales de Michel Capron, il s'est passé aussi des choses décisives en dehors de Lyon. Mais vous n'étiez pas à l'aise avant 2006 dans les fonctions que vous occupiez? Est-ce que vous étiez, comme un certain nombre de jeunes ingénieurs, agri ou agro ou d'autres formations, dans une sorte de contradiction? Tout à fait. Alors moi, après coup, j'ai 47 ans, mais je crois que Sébastien et moi, on était les premières générations, des générations Y avant l'heure. Alors maintenant, c'est plus Y, je crois que ça a monté. Mais pour nous, le sens avait beaucoup, beaucoup d'importance. On s'est d'abord occupé de faire grossir notre entreprise et de rembourser notre prêt. On a quand même les pieds, on est tous les deux ingénieurs agricoles, on a les pieds dans la glaise. Mais après, oui, on a eu envie est-ce que l'entreprise c'est un bien commun ou est-ce que ça appartient aux actionnaires? Enfin, il y a toutes ces questions qui nous ont traversées et du coup on fait des propositions différentes pour... Mais vous sentiez une contradiction quotidienne dans votre vie? Je parle de la vie d'avant. Ouais, non, je peux pas dire ça. Contradiction quotidienne, non, mais
mais quand même, en fait, pas un certain manque de sens. Une envie de mettre comment dire, en pratique un peu mes aspirations adolescentes d'idéal, de monde plus juste, etc., etc. Geneviève et Anne diraient que c'est une des raisons d'être de ce débat. C'est la conscience de ce malaise chez un certain nombre de jeunes. Oui, on a pris conscience que nos jeunes collègues à l'école ou tout juste sortis d'école étaient particulièrement en quête de sens dans leurs futures activités professionnelles. Et il nous semblait important de porter un sujet comme celui-ci au débat ouvert parce qu'on sent bien que l'entreprise n'a peut-être, au sens large du terme, n'a peut-être plus tout à fait la même attractivité qu'elle a pu avoir pour des générations dont Geneviève et moi faisons partie. Et donc on s'est posé la question aujourd'hui de ce qui fait, qu'est-ce qui fait que l'entreprise aujourd'hui attire? Quelles sont ses caractéristiques? Et est-ce que cette notion de la RSE, incarnée dans des actions très concrètes, peut trouver un écho chez les jeunes? Encore faut-il qu'elle prenne forme juridique peu à peu. Alors on continue les annales de Michel Capron. On arrive maintenant vers 2016, là au moment où Alexis Nollet fait son saut personnel. Mais vous voulez, entre 2011 et 2016, je suis sûr que vous voulez indiquer une ou deux étapes intermédiaires décisives. Absolument. Je ne vais pas toutes vous les dire, les étapes, mais enfin, il y en a quand même une qui est importante, c'est la définition de la RSE par la Commission de l'Union européenne, parce que c'est aujourd'hui celle qui, en France, enfin même dans toute l'Union européenne, qui est accepté par tous les acteurs. Hein, voilà. Alors là, je crois qu'on ne va pas couper à la lecture d'un extrait. Alors là, je suis désolé, mais je n'en lis qu'un extrait. Hein, elle fait 12 pages, hein, je crois, quelque chose comme ça. Oui, je n'ai pas donné d'indication sur le déroulement du débat. Dans 10-15 minutes, on fait un premier tour de salle, et puis on fera une deuxième partie avec un deuxième tour de salle. Excusez-moi. Donc voilà, alors je vous lis simplement un extrait, c'est celle qui définit en quelque sorte. Alors ça commence très mal parce qu'on définit la RSE par une responsabilité des entreprises vis-à-vis des effets qu'elles exercent sur la société. Hein. Impact en anglais, mais effet en français. Pour assumer cette responsabilité, il faut au préalable que les entreprises respectent la législation en vigueur et les conventions collectives conclues entre partenaires sociaux. J'insiste sur ce point parce que ce n'était pas le cas en 2001. La Commission européenne a considéré effectivement que d'abord, il fallait respecter la législation et les conventions. Et alors, après, afin de s'acquitter pleinement de leurs responsabilités sociales, il convient que les entreprises aient engagé en collaboration étroite avec leurs parties prenantes. Alors, je ne sais pas si on reviendra sur ce terme partie prenante. Alors, notez le partie prenante. Qui est devenu assez à la mode. Hein, ça ne veut pas dire partie coopérante, partie prenante. Voilà. Oui, c'est la traduction de stakeholders en anglais. Que ces entreprises aient engagé un processus destiné à intégrer les préoccupations en matière sociale, environnementale, éthique, de droits de l'homme et des consommateurs dans leurs activités commerciales et leurs stratégies de base. Et là, vous voyez tous les champs, effectivement, qui couvrent la RSE. Hein, ils sont social, environnemental, éthique, droits de l'homme, consommateurs, etc. Mais surtout, ce qui est important, c'est que ces préoccupations doivent être intégrées dans leurs activités commerciales et leurs stratégies de base, c'est-à-dire qu'on rompt à ce moment-là complètement avec la conception nord-américaine de philanthropie. La philanthropie peut faire partie de la RSE, mais faire de la philanthropie, ça ne suffit pas pour se dire engagé dans des démarches RSE. On voit bien qu'il y a un modèle ou des influences européennes qui jouent sur le débat qui se noue. On pourrait parler des textes législatifs du Royaume-Uni ou de l'Italie. Oui, on peut parler ceux de la France, si vous voulez. Voilà. Voilà. Et là, vous arrivez à 2016 ? Alors, on va y arriver, bien sûr, puisque il faut quand même rappeler qu'avant 2016, la France a été pionnière en matière de législation sur la RSE, puisque le premier texte, c'était la loi NRE sur le reporting extra-financier qui date de 2001. Ont appliqué les entreprises cotées à ce moment-là. Alors, je ne vais pas vous faire tous les textes qui ont marqué entre 2001 et 2017, mais en gros, la charte de l'environnement, la loi de transition énergétique, la loi sur la biodiversité, les lois Grenelle 1 et Grenelle 2. Enfin, il y a toute une série de textes législatifs français qui ont marqué en quelque sorte l'évolution de la RSE. Et on arrive alors en 2017 à l'adoption
Constitution, et pas 2016, Ah, 2007, on l'a gagné un an. la loi sur le devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d'ordre, c'est-à-dire qui s'applique uniquement aux sociétés, aux grandes sociétés, 5 000 salariés en France, 10 000 dans le monde, et qui fait obligation à ce moment-là à ces grandes sociétés d'identifier les risques qu'elles font courir à la population et à l'humanité tout entière et à l'environnement de manière à éviter, à réduire ces risques sur ces populations. Alors là, on a prévu, je ne sais pas si ça va se passer comme on l'a imaginé, une passe d'armes entre François-Nicolas Boquet et vous. Mais alors attendez, pas le François-Nicolas Boquet homme libre, le François-Nicolas Boquet qui consacre 50% de son temps aux activités politiques. Ça veut dire qu'au nom de la FEP, il doit être un peu lobbyiste. Et vous ne trouvez pas que tous ces textes, là, je vous prends dans le sens du poil, ça fait beaucoup, quoi, avec tous les comités afférents et du côté des grandes entreprises, au moment de ce texte 2017, vous aviez tendance à dire nous on est déjà exemplaires, la France c'est formidable, c'est beaucoup mieux que d'autres pays. A-t-on vraiment besoin de tout cela ? C'est une bonne question. Je pense qu'il y a d'ailleurs une diversité de points de vue dans les entreprises, dans les patrons des entreprises, et c'est un sujet sur lequel je crois que chaque entreprise a un positionnement individuel qui est parfois assez différent les uns vis-à-vis des autres, parce que chacun est issu d'une histoire différente. Sur cette question-là, de façon collective, je crois qu'en fait, sur la question du devoir de vigilance, alors je reprends juste parce que c'est sur cette question-là que vous voulez faire un petit point, mais le plan, je ne sais pas si tout le monde connaît cette histoire du devoir de vigilance, c'était suite en fait à un événement catastrophique, l'effondrement au Rana Plaza au Bangladesh, où un bâtiment s'était effondré, faisant énormément de morts, avec la question de finalement, qu'y a-t-il une responsabilité, on va dire, des sous-traitants de textiles, mais surtout des donneurs d'ordre, finalement, indirectement, liés à cet état de fait, finalement. Alors, évidemment, c'est un événement dramatique, donc on ne peut que constater qu'il y a eu un problème. Je crois que sur ces questions-là, finalement, la position des entreprises a été de dire, ce qui est un peu bizarre, c'est de vouloir légiférer sur les seules entreprises françaises qui paradoxalement sont celles qui ont, depuis 2001, quand même beaucoup avancé sur les questions de RSE, et paradoxalement ne pas du tout établir de champ de contraintes à un niveau international vis-à-vis d'entreprises qui sont bien moins bienveillantes, moins bienveillantes, que les entreprises françaises sur ces sujets-là. Et donc la question de fond, c'était est-ce qu'on va créer une sanction pour les seules entreprises françaises sur ces questions, alors même que leurs concurrents, qui ont des pratiques beaucoup plus contestables, éventuellement dans un certain nombre de cas, elles n'auront pas de recherche de responsabilité sur ces questions. Voilà. Et bon, voilà, c'était ça le fond du fond. Et par ailleurs, donc dans la loi sur le devoir de vigilance, il est question finalement plutôt d'une obligation de moyens, plutôt que de résultats, certes, mais il faut avancer dans l'analyse des risques à un échelon très important, en fait, au niveau des sous-traitants. C'est-à-dire pas uniquement les sous-traitants de rang 1, mais rang 2, rang 3, rang 4, rang 5, etc. Et la question des entreprises, finalement, c'était est-ce qu'on va se retrouver, au-delà des efforts qu'on essaye de faire, avec des procès en cascade, sur le fait qu'on n'avance pas assez vite et qu'on n'a pas tout de suite des résultats vis-à-vis d'ONG, et est-ce que finalement, ça ne va pas d'ailleurs pointer du doigt uniquement les entreprises françaises qui paradoxalement font plus d'efforts. Voilà un petit peu le fond de la question. Ce sont de bonnes questions que pose M. Boquet. Oui, alors effectivement, le Rana Plaza a joué un rôle dans la sensibilisation de l'opinion publique pour l'adoption de cette loi, qui d'ailleurs était très en retrait par rapport aux propositions, les premières propositions. Mais en fait, c'est l'application des principes directeurs de l'ONU sur les droits humains et les entreprises, qui est adaptée, je vous rappelle, en 2011, avec une notion dont je n'ai pas parlé, qui est la notion de due diligence, qu'on a traduit par devoir de vigilance ou diligence raisonnable selon les textes en français. Et donc c'est une application. Évidemment, l'ONU ne peut pas faire des lois pour tous les pays sur la planète. Donc c'est aux États d'appliquer et de trouver les législations qui correspondent à ce qu'elle propose. Et la loi de devoir de vigilance, c'est ça. Alors,
je ne veux pas polémiquer avec Nicolas, mais il faut quand même dire que la FEP a joué un rôle de lobbying forcené contre cette proposition de loi. Moi, je me souviens avoir rencontré le secrétaire général de la FEP. J'avais fait, dans un débat à l'Assemblée nationale, j'avais dit, bon, on sait que vous n'êtes pas d'accord. Vous n'êtes pas d'accord. L'argument qui était donné, c'était des points juridiques. J'ai dit, d'accord. Si vous n'êtes pas d'accord, on va en discuter. 2 jours après, je recevais un coup de fil, une invitation petit déjeuner par le secrétaire général de la FEP. J'y suis le président. Oui, peut-être le président. Oui, bon. Alors, j'y suis allé, bien sûr, et il me dit tout de suite, d'entrée, cette loi, il y avait encore, rien n'était écrit encore, c'était une idée, Cette loi, c'est une abomination, me dit-il. Bon, alors là, il n'y avait plus grand-chose à discuter. À partir de là, je crois qu'on a fini les croissants et le café, mais c'était à peu près tout, quoi. Non, il y a eu quand même, reconnaissez-le, un lobbying vraiment très dur de la part de la FEP, quoi. Juste pour clore le sujet là-dessus, d'ailleurs, voilà, moi je ne suis pas officiellement en charge des questions de la RSE à proprement parler. Il y a quelqu'un qui est en charge spécifiquement, mais la position, c'est une position des présidents des grands groupes sur ces sujets-là. On fait remonter, nous, les préoccupations au sein des présidents qui, à un moment donné, tranchent sur une position. Et je crois qu'au-delà de l'effet verbal, effectivement, qu'on peut avoir quand on est en désaccord, et bon, c'est mieux quand on arrive à trouver une solution commune, ce qu'on peut peut-être se dire, c'est que finalement, sur ce sujet-là, c'est l'absence d'un dialogue régulier, peut-être qui aurait peut-être permis de comprendre que les ONG n'avaient pas forcément envie de commencer par des procès aux entreprises. Et je crois qu'il y a une véritable préoccupation sur ces questions-là, en disant le vrai fond du travail, c'est pas des choses qui se font du jour au lendemain, c'est des choses qui prennent du temps. C'est des plans d'action d'ailleurs, c'est pas souvent des choses mirifiques. Il faut du temps. Et on est plutôt dans un dialogue régulier avec les entreprises parce que de nombreuses entreprises ont des comités de parties prenantes. Et je crois que leur souhait, c'était davantage d'avancer dans l'action à ce sujet. Je soulève juste une question quand même par rapport au problème de base qui était celui du Rana Plaza, qui effectivement fait jouer la question de la chaîne de valeur. Mais par ailleurs, il y a une vraie problématique d'articulation entre la responsabilité des États qui hébergent les activités et la responsabilité des entreprises qui y sont présentes en respectant a priori les lois locales. C'est justement comment on gère cet équilibre entre la responsabilité de l'État et la responsabilité des entreprises. Il y a un moment donné aussi où même si les entreprises font un certain nombre d'efforts, s'il y a un État défaillant à un moment donné, alors je sais bien que les deux peuvent être imbriqués, mais il ne faut pas qu'à un moment donné, on n'ait aucune action sur la surveillance exercée par les États. Et en l'occurrence, j'imagine, il y a eu de nombreuses défaillances sur la validation, par exemple, dans ce cas-là, des homologations des bâtiments. Voilà. Alors on va clore ce premier dossier. L'ombre portée des ONG ne va pas porter sur le nouveau dossier que nous allons ouvrir, qui vous permet d'ailleurs de déployer vos talents de lobbyiste. Monsieur Bocquet, c'est celui de l'inscription sous quelle forme dans la loi française. Là, on est dans le domaine français de la RSE. Un rapport est commandé par plusieurs ministres, à Madame Notat, qui dirigeait alors son agence de notation sociale, et à Monsieur Sénard, qui dirigeait alors l'entreprise Michelin. Le rapport auditionne les meilleurs spécialistes du sujet, y compris vous-même. Bon, pas plus de commentaires. Et ensuite, Monsieur le maire et ses services préparent la fameuse loi Pacte. Je dis fameuse peut-être pas à cause de son contenu, mais à cause de la durée de gestation, de la difficulté de la faire passer au Parlement. Et là, peut-être ne faut-il pas trop valoriser ce sujet, une modification du Code civil est votée, qui reprend d'ailleurs les propositions du rapport Notat-Sénard. Parce qu'au fond, il y a une sorte de flou juridique autour de la notion d'entreprise en France. Il faut que ce soit le Code civil qui la définisse. Ça pourrait être défini autrement. Ou suffit-il de modifier un article du Code civil ? Ce qui est visé, c'est le contrat de société. L'entreprise, ça n'existe pas en droit
Hein, donc, en droit français, l'entreprise, ça n'existe pas. On trouve des bribes un petit peu à droite à gauche, mais là, ce que vise le Code civil, c'est le contrat de société. Ça peut être d'ailleurs une société civile, hein, pas forcément une société commerciale. Et donc, évidemment, il faut se souvenir quand même que ces articles de 1832 et 1863 du Code civil, ils datent de 1804, hein, ils datent de Code Napoléon. Bon, quel que soit le génie de Napoléon. Un peu poussiéreux quand même. Hein. Donc il y avait quand même un certain consensus pour dire il faut revoir un peu ces articles. Mais le législateur a modifié à la marge ces articles, enfin uniquement l'article 833, alors qu'il était demandé également de revoir l'article 832 en disant qu'il fallait prendre en considération les enjeux, je cite de mémoire, sociaux et environnementaux de l'activité de l'entreprise. Bon. Le mot RSE est prononcé ? Ah non. Alors, ça ne concerne pas directement la RSE, puisque un contrat de société, ça peut concerner effectivement des sociétés civiles. Hein. Il y avait d'autres propositions dans le rapport Notat-Sénard qui auraient pu être prises en compte par les parlementaires. Ah oui, il y en a. Il y a eu, c'était quand même. Vous savez, la loi Pacte, elle fait 70 articles, je crois, aujourd'hui, avec des subdivisions. Il y a énormément de sujets qui sont abordés. Il n'y a pas que des sujets qui tiennent uniquement proches de la RSE. Mais dans les sujets proches à la, Alors, dans les de la RSE, il y a notamment la question des administrateurs salariés. Il y a des organisations syndicales qui demandaient effectivement une augmentation du nombre d'administrateurs salariés. Ça a été légèrement augmenté, mais pas massivement. Hein. Et il y avait aussi des demandes pour aller dans le sens d'une codétermination, s'inspirant de l'exemple allemand. Codétermination à la française. C'est-à-dire, c'est-à-dire d'avoir un plus grand nombre d'administrateurs salariés et plus de pouvoir, plus de possibilités d'intervenir dans les choix, dans les orientations des entreprises. Mais ça a été rejeté. Il n'y avait pas des propositions qui concernaient, je ne sais pas si ça avait été repris dans le premier projet du texte de loi, qui concernait des amendes qui auraient pu porter sur les managers ou l'intégration des enjeux sociétaux et environnementaux dans la rémunération des managers. Oui, il y avait ça, je crois, dans le rapport Notat. Je n'ai pas suivi. Ouais. Bon, pour vous, le souvenir de votre audition devant la commission n'est pas très fort, et puis le contenu du texte, c'est... Ils n'ont pas du tout tenu compte de ce qu'on leur a dit, hein, mais bon, c'est leur droit. Hein. Ouais. Et alors, ça a fait l'objet d'un lobby acharné de la FEP, ou plutôt du MEDEF, le texte de la loi Pacte. Je pense que c'est plutôt le MEDEF, mais enfin ça, Nicolas nous dira si la FEP est intervenue également. Mais ce qui a surtout, là où ça a joué, c'est que l'idée de mettre dans le droit un nouveau type de société qu'on a appelé, que la loi appelle des sociétés à mission. C'était pas du tout dans le projet gouvernemental au départ. Pas du tout. Alors attendez, ça c'est inscrit virtuellement dans le projet de loi ou la loi votée ? Il y avait eu, de la part de certains de mes collègues, l'idée de société à objet social étendu. Déjà depuis un certain nombre d'années, en s'inspirant de l'exemple de certains États américains qui ont dû créer une nouvelle législation pour faire face à une obligation qui existe aux États-Unis mais qui n'existe pas en France, qui est l'obligation fiduciaire. Bon, on a transposé ça en France. Alors, c'est à mon sens complètement inutile. Et la plupart des juristes qui se sont penchés sur la question disent également c'est inutile. Et moi j'ajoute, c'est même dangereux. Je pourrais vous expliquer pourquoi. C'est dangereux pour le secteur de l'économie sociale et solidaire, mais on y reviendra peut-être. En tout cas, ce qui s'est passé, c'est que le rapport Notat évoquait la question sans prendre vraiment une position claire et franche. Il disait oui, peut-être bien, mais enfin bon. Et l'étude d'impact du gouvernement ne faisait absolument pas référence à la société à mission. Et donc, dans le projet gouvernemental qui a été déposé à l'Assemblée nationale à l'origine, il n'y en avait pas de mention. Et là, il y a eu, alors je ne sais pas, pas le secret des dieux, disons, du lobbying exercé auprès des parlementaires de la majorité, qui ont réintroduit sous forme d'amendement
la proposition de société à mission qui finalement a été adoptée au final. Donc on dit, j'ai bien compris, société à mission. On ne dit pas entreprise à non, mission. Non, entreprise en mission, ça n'existe pas pour la bonne raison que l'entreprise en droit français n'existe pas. C'est la société qui existe. Tandis qu'en droit américain, par sédimentation, l'entreprise se définit comme ça par la sédimentation des textes. En droit américain, il y a la company, il y a la corporation, il y a aussi des textes. Mais j'insiste bien sur le fait que cette obligation fiduciaire, c'est-à-dire l'obligation de rendre des comptes, non seulement de rendre des comptes, mais en gros pour verser les dividendes aux actionnaires, ça c'est... c'est-à-dire que, si vous voulez, le dirigeant américain, il ne peut pas se permettre d'utiliser des ressources de l'entreprise, de la société, à des fins qui ne sont pas prévues pour l'objet social. Donc, alors qu'en France, jamais aucun chef d'entreprise n'a été condamné pour avoir financé une kermesse, pour financer une équipe de football, faire n'importe quelle action philanthropique. Une école, Montessori. Une école, oui. Mais alors que il y a le fameux procès en 1919 des frères Dodge, oui. Ben oui, mais c'est ça n'a jamais existé en France. Si vous voulez, vous savez que tous que Ford avait augmenté les salaires, il avait accordé des ristournes aux clients, etc. Les frères Dodge, qui étaient actionnaires minoritaires de Ford Company, ont attaqué. Et qu'est-il arrivé? Et ils ont gagné. Parce que Ford a été condamné pour avoir en fait dilapidé les profits en versant une partie des profits aux salariés et aux clients. Donc on a noté qu'il y a quelques artificialités à vouloir transposer du droit américain au droit français. Voilà. Cette belle idée de l'extension des responsabilités dans l'entreprise à mission, dans la société à mission. Un mot, puisque vous pouvez ne pas parler au nom du MEDEF, et que vous êtes homme libre quand vous parlez du MEDEF, plutôt, non? Qu'est-ce qui s'est passé là, autour de la loi Pacte? Moi, en tout cas, c'est ce que je comprends des débats, c'est qu'il y a eu un rapport, Sénart-Nota, et s'agissant... Alors moi, je ne travaille pas au MEDEF, je travaille à la FEP. Oui, je sais, c'est pour ça que vous êtes libre. Voilà, mais je ne parlerai pas au nom du MEDEF. Et là-dessus, ce que je peux vous dire, c'est que les entreprises ont bien lu ce rapport, et du coup, comme vous le savez, en fait, en France, il y a un code de gouvernement d'entreprise qui s'établit, qui s'appelle le code AFEP-MEDEF sur le gouvernement d'entreprise. Et donc, le choix de ces deux associations d'entreprises a été de pouvoir faire évoluer le code de gouvernance AFEP-MEDEF pour dès juin 2018, en fait, sur ces questions-là. Et donc, ça reprenait pas mal des observations du rapport Nota et Sénart, avec notamment, du coup, de façon très explicite, la prise en compte en fait du long terme avec les conséquences sociales, sociétales et environnementales de l'activité de l'entreprise, rattachée notamment aux missions du conseil d'administration. Ce gouvernement d'entreprise en fait s'applique au conseil d'administration. C'est juste pour expliquer. Et donc on y a mis aussi la prise en compte de la RSE dans la rémunération. Des dirigeants. Oui, voilà, et puis des administrateurs aussi. Voilà. Et la possibilité également de pouvoir modifier l'objet social de l'entreprise. On a également prévu dans ce code la formation des administrateurs aux enjeux de la RSE et également un renforcement du rôle du comité d'audit sur les questions de RSE. Donc tout ça figure dans ce code sur lequel d'ailleurs une consultation publique a été effectuée et qui reprend l'essentiel des dispositions à ce titre du rapport Sénat-Nota. La loi Pacte n'a pas encore vu ses décrets d'application sortir, que vous étiez déjà en avance avant qu'elle ne soit écrite. Écoutez, au moins, vous pouvez dire qu'on a regardé le rapport Sénat-Nota, et que, voilà. Avant que j'ouvre une première discussion avec les uns et les autres, juste une observation, Alexis Nollet, vous êtes une société à mission? Alors nous, on a fait notre société à mission, oui, en fait, on prenez ce mot? Ah oui, complètement, mais il n'y a pas de... ça n'a pas de substance juridique, donc nous, on a fait un peu notre sauce, on a créé une fondation... un fonds de dotation en espèces, auquel on a donné, mon associé et moi, chacun 5% de nos parts de la holding de tête et de la société à laquelle appartiennent toutes les autres sociétés. Et ce fonds de dotation, c'est une fondation qui n'appartient plus à personne, elle a dans ses statuts l'obligation
et tout ça par pacte d'actionnaires avec la holding, de veiller à ce que la mission, la raison d'être d'Ulteria perdure à travers le temps, et également à soutenir des projets d'intérêt général dans le périmètre d'Ulteria. Alors, je reviens au mot raison d'être. Il était le mot raison d'être dans le texte? Dans le rapport, oui, c'est le rapport. Dans le rapport, mais dans le texte de la loi. Ah oui, bien sûr. C'est le rapport Nota-Sénard qui a inventé. En fait, c'est un mot qui vient d'un philosophe bordelais. Il s'appelle Jacques Ellul. Bah oui. Oui. Et qui a, mais Jacques Ellul parlait de la raison d'être de l'être humain. Là, en quelque sorte, on transpose la notion à la personne morale qui est la société, l'entreprise. D'accord. Juste un mot de la manière dont vous avez rédigé la raison d'être. Vous en avez parlé tout à l'heure, mais j'ai lu qu'il y avait coaching, incrémentation. Enfin, c'est très compliqué. Comment vous avez fait pour Non, ça rédiger c'est les valeurs. votre... Hein, c'est les valeurs. Vous avez regardé notre site internet, c'est ça? Oui. Alors c'est compliqué. Hein. Non, alors la raison d'être, c'est la mission, c'est le noble but, c'est la vocation, ça a plein de noms différents. Le noble but? Oui, il y en a qui l'appellent comme ça. C'est pourquoi je suis fait, moi, à titre humain, et en effet, je suis entièrement d'accord, c'est transposé à la personne morale en se disant, est-ce qu'une société, à un moment, elle n'a pas aussi une identité propre, et quel est son apport au monde? À quoi elle sert, cette boîte? À part gagner de l'argent, mais c'est quand même pas très... C'est à quoi elle sert, et c'est sa raison d'être. Qu'est-ce qu'elle apporte au monde? Et ça, ce dont vous me parlez, ce sont nos valeurs. Mais gagner de l'argent, c'est pas très... Vous finissez la phrase? Non, gagner de l'argent, c'est le chose de laquelle... c'est la première responsabilité d'un chef d'entreprise, c'est que son entreprise gagne de l'argent, parce que sinon tout s'écroule. Et puis alors nous c'est petit, mais on a 120 employés, et à la fête de Noël, c'est vrai que ça surprend toujours de voir le nombre de familles qui dépendent de nous. Donc non, c'est une responsabilité, et rien de mal, ni de tabou, ni de... Non. Il faut le remettre juste à sa bonne valeur. Je ne veux pas faire le moraliste, mais naguère, c'était déjà la première responsabilité, mais on vous disait, gagner de l'argent, ça permet d'investir. Je parle de l'entreprise responsable, territorialisée d'autrefois. Gagner de l'argent, c'est investir, et investir, ça permet de créer des emplois. Pour vous, l'arborescence est beaucoup plus large. Oui, moi, ce modèle capitaliste, pour moi, il est sûrement un peu à bout de souffle. Dans les 50 prochaines années, ça risque d'être bouleversé. Et donc, notre projet, nous, c'est qu'est-ce qu'on propose pour une alternative au modèle capitaliste. Voilà. Ah, c'est dit clairement. On peut ouvrir, à partir de cette profession de foi et de tout ce que nous avons dit depuis 3 quarts d'heure, un premier débat avec la salle. Bonsoir, Fatima Farage. On parle beaucoup de textes et de lois. Comment est-ce que ça s'est concrétisé sur le terrain? On va y venir. Alors là, quel est l'impact? Vous êtes déjà en train d'ouvrir la deuxième partie du débat. D'accord, alors je passe le micro. Non, mais je vous ferai reposer la question à la fin du tour de salle. D'accord? D'accord. Et comme ça, vous introduirez... mais précisez un peu la question. Non, mais oui. Vous le précisez dans votre esprit, puis vous le préciserez oralement dans quelques instants. Excusez-moi. Yves Égal, je ne vais pas prendre le micro longtemps, parce qu'il n'y a pas forcément de réponse à ce que je vais dire. C'est-à-dire, en fait, ce qu'il y a de sûr, c'est qu'il y a des tas de gens qui sont dans le mouvement libéral qui pensent que la RSE n'a rigoureusement aucune utilité, que les entreprises n'ont absolument pas besoin d'être définies, qu'il suffit d'appliquer en quelque sorte, même la notion de valeur, on ne peut même pas dire que la notion de valeur existe, c'est une sorte de moralisme. Donc en quelque sorte, si les êtres humains sont des êtres libres, égaux et responsables, ça suffit à définir ce qu'ils doivent faire. Ils gagnent de l'argent s'ils en veulent, mais je dirais qu'il y a des tas d'actionnaires qui ne cherchent pas spécialement à gagner de l'argent parce qu'ils sont assez riches. On prend par exemple... il y en a qui veulent développer l'entreprise pour que leurs enfants en gagnent dans le futur. Prenons les gens qui enlèvent leur cotation de la bourse, comme Hermès. Ils gagnent certainement beaucoup d'argent, mais à aucun moment il est dit qu'Hermès ne devait gagner de l'argent. C'est dit nulle part. Donc, en quelque sorte, les êtres humains sont des grands garçons et chacun est responsable. L'entreprise n'a aucune responsabilité. Hermès applique le RSE sans que c'est possible, le mot mais on est obligé maintenant. Parce que le mot n'existe. Oui, c'est possible. Mais moralement, il y a un tel chantage
en fait morale vis-à-vis d'une entreprise qui sont, on l'a bien vu, la réflexion du dernier orateur disant qu'on cherche une alternative au monde capitaliste. La France est fondamentalement anticapitaliste. Donc chaque fois qu'il y a une possibilité de dire quelque chose contre le capital, on le fait. Donc la RSE, ça sert à ça. Donc, mais malheureusement, ce qui est très embêtant, c'est qu'il y a des tas de politiciens qui perdent un temps fou au lieu de répondre à des questions beaucoup plus importantes, notamment sur l'environnement. Et surtout, en mettant des textes partout, on complexifie et on fait rentrer les juristes dans le monde de l'entreprise, qui est une catastrophe. Les juristes sont des espèces de vautours qui viennent gagner de l'argent pour rien. Voilà. Donc, pour vous donner un exemple concret, le Rana Plaza, je considère que la France n'a aucune responsabilité. Sauf si on considère que les Pakistanais sont des sous-hommes incapables de se diriger eux-mêmes. Donc moi, je respecte tous les pays du monde. S'ils se débrouillent tout seuls, et moi, je n'ai rien à faire de ce qui se passe chez eux. Le Bangladesh a fait sécession du Pakistan depuis un moment, hein, monsieur. Oui, effectivement, tout à fait. Mais bon, un mot, mais vous ne vous sentez pas visé? Si, parce que... moi, je considère, et je ne suis pas le seul, que vous ne pouvez pas nier quand même que les entreprises ont des effets sur l'environnement. Non, il n'y a pas d'effet. Oui, et alors, justement, vous niez la nécessité de législation. Enfin, j'ai donné la définition de l'Union européenne, c'est la responsabilité à l'égard des effets que génèrent les entreprises sur l'environnement et sur les populations. Et là, vous ne pouvez pas nier qu'il y a des effets, enfin, il y a des impacts. Et quand vous dites le Rana Plaza, on n'a rien à foutre du Rana Plaza, je suis désolé. On a retrouvé dans les décombres de l'usine des commandes de grands groupes européens et français. Alors, oui, bon. D'accord, on s'en fout du Bangladesh. Du Pakistan. Anne, si on met les choses de manière neutre si on regarde les enquêtes d'opinion chez les chefs d'entreprise sur ce sujet, je ne sais pas comment sont faites les enquêtes, vous m'en avez fourni quelques-unes, j'ai cru comprendre qu'il y avait une moitié de sceptiques et une moitié de dirigeants relativement favorables. On a entendu le point de vue des sceptiques, là, exprimé par monsieur. Qui sont-ils et quels sont les autres ? Je crois d'abord qu'il faut clarifier le fait qu'on ne peut pas parler de toutes les entreprises ou de l'entreprise d'une manière globale et homogène. On a les grands groupes qui sont peut-être plus visibles et pour lesquels l'enjeu de réputation est plus fort, qui sont soumis à davantage de réglementation que d'autres entreprises, en particulier les PME ou certaines ETI. Et c'est probablement dans ce bataillon-là d'entreprises du tissu économique français qu'on trouve la plus grande diversité d'enthousiasme par rapport au sujet de la RSE. Étant moi-même administratrice d'une petite entreprise implantée dans le tissu local économique montpelliérain, la RSE, ça passe au-dessus de la tête du conseil d'administration et de la direction générale. C'est pas ça leur préoccupation, ça les empêche pas de faire leur boulot correctement et de prendre en compte un minimum d'éléments, notamment liés à la sous-traitance quand il s'agit d'activités non réalisées en France. Mais il est vrai que le thème s'incarne différemment selon les entreprises auxquelles on s'adresse. D'autres questions ? Oui, Gérard Capelli, j'anime juste à côté, à Iéna, à l'Alumni des Arts et Métiers, le groupe Développement Durable RSE. Et je voulais remercier M. Bocquet. Je trouve que vous avez beaucoup de mérite ce soir, très sincèrement. Vous avez cité 2 ou 3 fois le mot équilibre. Et je pense que vous avez ce soir effectivement une mission d'équilibriste pas facile. Je le dis sans ironie aucune. Et ma question concerne le mot qu'a cité l'animateur. Bravo pour vos émissions d'ailleurs sur France Inter. Non mais c'est hors de propos. Note en bas de page. La RSE, c'est aussi la reconnaissance, paraît-il. Donc voilà, il faut reconnaître. Non, blague à part. Le lobbying à la FEP, c'est normal. Et vous avez dit vous-même, en fait, à FEP, MEDEF, on a des grands adhérents. Et ces adhérents payent des grosses cotisations. Donc la moindre des choses, c'est effectivement d'aller quand même dans leur sens. Mais ceci étant dit, est-ce que vous avez perçu, c'est une question qui est plutôt constructive, depuis, on va dire, 3 ou 4 ans, 5 ans peut-être, une évolution dans cette tendance au lobbying, qui est naturelle dans ce genre d'organisation, et si ça a évolué,
Dans quel sens et pourquoi ? Pour être très précis, comme je vous l'indiquais au départ, dans les activités qu'on fait, notamment environnement, RSE, énergie, on travaille à 50% de notre temps sur les textes législatifs, réglementaires. Ça fait partie des missions générales. Et on travaille aussi à 50% sur les initiatives des entreprises pour les aider à avancer sur les sujets. On fait des guides méthodologiques pour les entreprises. On fait des groupes de travail entre eux qui sont des praticiens de la mise en œuvre de ce qui a été décidé dans les chambres parlementaires. Il y a vraiment un sujet, si vous voulez, en gros, je ne sais pas si le terme lobbying, il y a une telle... Il faudrait faire une étude sur le mot tellement... Finalement, aujourd'hui, dès qu'on est sur cette question-là, plus personne n'écoute, ou tout le monde a ses convictions, et plus personne ne s'écoute sur ces questions. Très clairement, voilà, il y a une mission qui consiste à recueillir les points de... Comment on travaille, hein, on recueille les points de vue des entreprises sur les projets, on essaie de faire une synthèse qui recoupe la préoccupation des entreprises sur ce sujet. On n'essaie pas d'avoir les positions les plus conservatives. On essaie de se placer du point de vue de celui qui va mettre en œuvre. Et je dirais de ce point de vue-là, c'est comme dans une entreprise aujourd'hui, quand vous allez mettre un produit sur le marché, vous faites des groupes qualitatifs avec vos consommateurs, vous essayez de voir quelles sont les conséquences, est-ce qu'ils vont aimer, est-ce qu'ils ne vont pas aimer. Bon, eh bien, c'est pareil vis-à-vis du Parlement, c'est-à-dire qu'à un moment donné, si on vote plein de lois, mais qu'on ne se préoccupe pas de ceux qui vont les mettre en œuvre, à un moment donné, ça pose question. On est probablement, d'ailleurs en France, un des pays qui est moins habitué à faire une évaluation de nos politiques publiques et, plus précisément, des lois appliquées. Donc, il y a une vraie question de fond. Alors, nous, notre mission à la FEP, et je dirais c'est comme ça que je conçois mon travail, il s'agit à la fois de pouvoir recueillir le point de vue des entreprises concernant les textes législatifs, mais aussi de les aider à avancer et à mettre en œuvre. Et c'est dans ces deux sens-là qu'on avance de façon simultanée. Et voilà ce que je voulais vous dire. De ce point de vue-là, je pense que les entreprises, elles ont cette approche dans les deux sens à la fois. Et simplement, les gens qui ne travaillent que sur la législation et qui ne travaillent pas sur la mise en œuvre ne se posent pas toute une série de questions. Et donc c'est pour ça qu'on se rencontre et qu'on se parle. Monsieur. Oui, merci. Je suis Armand Rioux de l'Argentais, je viens de Bretagne. J'espère que l'Amicale des Bretons vous écoute avec beaucoup d'intérêt. C'est mardi. Alors, en Bretagne, je ne sais pas si on a des sociétés à mission, mais on a des coopératives. Et on n'a pas parlé de coopératives. Et il y a un problème qui se pose. Moi, j'ai pas mal de sympathie avec le camarade libéral sceptique à l'arrière. Parce que souvent, il me semble que les problèmes relèvent des politiques publiques. Et qu'est-ce qu'on attend des entreprises. Mais il y a un cas en Bretagne sur les coopératives que je trouve intéressant, sur lequel j'aimerais avoir votre avis, qui est qu'en Bretagne, les effets environnementaux, sinon sociaux, des entreprises sont très visibles. Alors, il n'y a pas de Rana Plaza, mais il y a des algues vertes. Et là se pose la question vis-à-vis des coopératives, car ces algues vertes sont le résultat de ce qu'on appelle un modèle productiviste, donc qui cherche à maximiser le chiffre d'affaires par opposition à un modèle durable ou plus vertueux écologiquement. Et donc, vis-à-vis des coopératives, se pose la question, ces coopératives, est-ce que leur but, c'est de faire leur chiffre d'affaires, c'est de maximiser le chiffre d'affaires, ou est-ce que c'est de servir les agriculteurs? Et en Bretagne, on voit quand même pas mal de dérives, et forcément, parce qu'on est dans un système capitaliste, les coopératives, elles doivent maximiser leur chiffre d'affaires. Et est-ce que là, il y a un problème de responsabilité sociale et environnementale? C'est pour vous, ça, monsieur Caron. Oui, bien sûr. On sait bien que la Bretagne est sans doute une des régions les plus polluées en France. Il n'y a pas que les algues. Hein. Alors, bien sûr que les coopératives ont une responsabilité de limiter leurs externalités négatives, comme disent les économistes. Hein. Et c'est une des difficultés, effectivement, mais il n'y a pas que les coopératives, c'est une difficulté pour toutes les entreprises de concilier des objectifs économiques de maximisation du profit ou de la rentabilité avec la réduction des risques environnementaux, sanitaires et sociaux. Bien sûr, c'est le grand enjeu. Alors, je ne vais pas répondre à la place des coopératives, c'est à elles d'essayer de régler ce problème. Je sais quand même, pour être assez proche du secteur de l'économie sociale et solidaire, que
ce secteur s'est pas toujours préoccupé de l'environnement, il faut le reconnaître, mais que ça commence quand même sérieusement. Alors justement, le rapport avec l'économie sociale et solidaire, vous avez pensé à vous inscrire dans ce courant, Alexis Nollet, et pourquoi ne l'avez-vous pas fait? Oui, on y a pensé, notamment pour la partie qui nous plaît bien, c'est la distribution des dividendes et le respect d'un certain ratio de capitaux propres à pas dépasser pour préserver, pour que l'entreprise puisse toujours avoir ce qu'il lui faut pour croître, etc. Et que la valeur ne soit pas préemptée par les actionnaires. Voilà, si on y pense. Mais bon, on ne pense pas passer en coopérative. Et la difficulté pour la loi était de ne pas traiter de l'économie sociale et solidaire parce qu'il y avait déjà eu une loi antécédente. Oui, il y a une loi, la loi Hamon. Hein, la loi Hamon, il faut prononcer son nom de temps en temps. Oui. Non, parce que j'ai pas en tête la date exacte de la loi, donc c'est plus facile de dire Hamon, qui prévoit effectivement un statut d'entreprise des US, entreprise sociale d'utilité, entreprise solidaire d'utilité sociale. Et c'est la crainte que le secteur, enfin une partie de l'économie sociale, ils ne sont pas tous d'accord sur le sujet, mais en tout cas le monde associatif craint beaucoup la société à mission parce que ça risque d'impacter des entreprises qui sont sous la forme associative et de faire en quelque sorte que des entreprises lucratives, à but lucratif, viennent empiéter sur des finalités sociales. C'est le danger que vous observiez tout à l'heure. Anne Lardoux-Pazis. Je voulais compléter l'échange que vous avez eu à propos des algues vertes, des coopératives, et puis le commentaire que vous avez fait à propos de la politique de dividendes. On touche du doigt un sujet crucial qui est l'arbitrage entre le court terme et le long terme dans la vie des entreprises, dans leur stratégie. Ce que j'observe de mes années d'expérience en entreprise, c'est que l'horizon temporel s'est raccourci, que les exigences de rémunération du capital, donc des actionnaires, sont devenues plus fortes, se sont accentuées sur les entreprises et que de ce fait, l'horizon temporel des politiques d'entreprise s'est raccourci. Et aujourd'hui, je crois que ce qu'on essaye de faire, quel que soit le format juridique, la démarche personnelle ou entrepreneuriale qu'on peut développer, l'idée c'est de redonner du temps au temps pour faire un peu plus ou un peu mieux et autrement. Madame, ouverture en fanfare pour votre question de la deuxième partie. Mais vous l'avez entendu, ma question. En fait, ce que je voudrais savoir, enfin, dans le cas d'Alexis, on voit bien le résultat de cette démarche. C'est un état d'esprit, on voit bien. Je voulais savoir si tous ces textes avaient eu une conséquence directe, mesurable. Et par ailleurs, en vous écoutant, je me posais la question, enfin, avec les problématiques climatiques, la notion de développement durable, maintenant, s'impose à nous tous. Et je me demande, en tant que responsable marketing, si finalement répondre à ce besoin de développement durable n'est pas le seul moyen aujourd'hui de faire de l'argent, en fait. Alors, voilà, vous ouvrez très bien le débat. C'est vous, Anne, qui relevez le défi de parler d'abord des conséquences dans tel ou tel domaine sur tel point, ou bien, je me demande si, pour donner un aspect plus généraliste, j'allais dire quasi philosophique, vous ne pourriez pas dire que on va naviguer toujours entre deux pôles quand on observera les situations nées du développement de la RSE. Oui, ce qu'on observe, c'est que il y a, disons, deux pôles, grosso modo, qui s'opposent dans la conception de la RSE. Le pôle des organisations de la société civile, ça consiste à dire les entreprises doivent répondre à des préoccupations d'intérêt général, de favoriser le bien commun, etc. Et donc, ça passe non seulement par des initiatives volontaires, mais aussi par des formes de législation, de réglementation, quitte à ce que ces formes de régulation, de négociation, fassent l'objet justement de concertation, bien entendu. Et l'autre pôle, c'est le pôle en gros des affaires, du milieu des affaires,
qui considère que finalement, en renversant la fin et les moyens, le développement durable, eh bien, c'est quelque chose qui peut conduire à améliorer la compétitivité des entreprises en réduisant les risques, en favorisant un certain nombre de mesures qui peuvent améliorer aussi la réputation, la légitimité des entreprises. Donc, un pôle utilitariste dont c'est Madame ça, absolument. Voilà, a soupçonné très vite l'existence. On peut utiliser le terme utilitariste. Bon, si on ouvre un dossier, je ne sais pas, celui... Vous disiez que vous étiez membre du conseil d'administration. Du fonctionnement du conseil d'administration, l'intégration de la question par les actionnaires administrateurs, représentants des salariés, que sais-je. Anne Lardou. On voit aujourd'hui donc les administrateurs salariés participer au conseil d'administration dans des atmosphères qui sont plus ou moins constructives, ce qui peut être regrettable. Vous évoquiez, Monsieur Capron, le fait que la loi Pacte aurait pu davantage promouvoir ou faire un pas plus significatif vers la codétermination. C'est un peu le sens de la présentation, de la participation des administrateurs salariés au conseil d'administration. L'enjeu aujourd'hui, c'est au travers de cette implication des administrateurs salariés, faire en sorte que la stratégie de l'entreprise et donc son intérêt propre soit bien préservé. Donc on est à rechercher davantage un équilibre entre les parties prenantes au travers de la représentation des salariés au conseil d'administration. Les administrateurs salariés sont plus ou moins formés, osent plus ou moins prendre la parole, s'exprimer. Ce qui est sûr en revanche, c'est que leur rôle d'influence est important et qu'ils ont la possibilité, juridiquement et très concrètement, du coup, de faire valoir leur point de vue et ceux des employés de l'entreprise. Et là, on parle de petites entreprises ou de grandes entreprises, dès lors que la loi le requiert. En tout cas, c'est une opportunité de faire converger davantage d'intérêts, et pas uniquement sous la pression syndicale pure et dure, ou des ONG environnementalistes quand il s'agit de problématiques environnementales. Peut-être juste un point de sentiment, c'est qu'aujourd'hui, il y a la loi qui avance. Après, la question, c'est comment c'est appliqué et est-ce que surtout ce qui résulte de l'application de la loi est finalement utile ou pas. Je pense que pour certaines dispositions, il y a une évolution de la prise de position des entreprises qui se disent ça fait davantage de dialogue, on se pose des questions qu'on ne se posait pas peut-être auparavant. Il y a à un moment donné le risque d'aller trop loin dans de la production d'informations pas utilisées, par exemple. Et ça, c'est les questions de attention à la loi qui se rajoute à la loi et on ne se préoccupe pas de l'utilité des informations qu'on fait produire. Mais il y a un deuxième levier en dehors de la loi qui est aujourd'hui le rôle finalement des investisseurs, des financiers, sur finalement est-ce qu'ils vont pouvoir valoriser les entreprises qui se lancent plus dans les activités développement durable, RSE, et est-ce que finalement c'est pas un constat d'impuissance, on va dire, des États à orienter ce que font les activités des entreprises, est-ce que finalement la main n'est pas dans celle des investisseurs, et est-ce que finalement il n'y a pas beaucoup de décisions qui reposent sur eux? On s'aperçoit quand même qu'en France, alors je ne sais plus, on est à peu près à 50% de capital possédé par des entités françaises, mais on dépend beaucoup de capitaux étrangers. Quel va être leur comportement finalement? Est-ce qu'ils vont réussir à reconnaître les entreprises et à mieux les valoriser? Et pour les entreprises, c'est une véritable question. Est-ce que finalement les financiers vont les aider davantage s'ils sont bons en RSE et en développement durable, y compris sur le court terme, ou est-ce qu'en fait, pour eux aussi, c'est quelque chose un peu secondaire par rapport à la rentabilité immédiate? On peut faire un peu de casuistique, je ne sais pas si on a assez d'éléments pour en faire, mais un conseil d'administration d'une boîte de jardinerie, d'une boîte de bricolage qui vend des pesticides. Comment se fait le partage? Connaissez-vous des exemples autour de la question, est-ce qu'on arrête ça ou est-ce qu'on n'arrête pas? D'abord, je pense qu'il faut être en conformité avec la loi, c'est le minimum. Donc ça, c'est un premier point. Après, je pense que la vraie question, c'est comment les investisseurs arrivent à avoir la bonne information sur les entreprises qui anticipent les changements de business model. Je pense là par rapport à toute la question de la transition énergétique. On voit bien dans le secteur automobile, les conséquences vont être majeures.
sur le passage d'une économie, de production de véhicules thermiques à des véhicules électriques. La question, c'est qui se lance le premier et qui prend surtout le premier le risque, y compris en risquant de se casser la figure, quoi. Voilà. Et comment on l'aide à prendre ce risque en premier, et quelle est l'aide des investisseurs pour valoriser cette prise de risque en premier, parce qu'on veut se lancer dans la transition en premier. Alexis Nollet ? Je croyais que vous vouliez dire quelque chose, mais je vous laisse passer un tour, parce que j'ai posé une question à perfide à Anne, qui tout à l'heure, dans la préparation de notre débat, parlait de la communauté des investisseurs. Je lui ai demandé ce que c'était. Alors, comment réagit la communauté des investisseurs ? Déjà, peut-être un point de sémantique. Ce que j'appelle la communauté des investisseurs, ce sont soit des banquiers, fournisseurs de dettes ou de capital, de fonds propres, et ce qui peut aussi se faire au travers de sociétés de gestion, donc ce qu'on appelle classiquement des fonds d'investissement. Il y en a différentes sortes. Le fait est que ces acteurs-là s'intéressent de plus en plus à la problématique de la RSE et à la manière dont cette thématique-là peut venir orienter des investissements plus rémunérateurs, à la fois à court terme et dans la durée. Donc des investissements, des placements rémunérateurs dans la durée. C'est ça l'idée. On en parlait avec M. Capron. Il n'est pas évident d'arriver à faire la démonstration aujourd'hui à partir des informations disponibles que les fonds ISR, puisque c'est ça dont il s'agit, fonds d'investissement socialement responsables, surperforment par rapport aux autres fonds sur le marché. Voilà. On a des exemples dans un sens, on a des exemples dans l'autre. En revanche, le constat qu'on peut partager aujourd'hui, c'est que ces investisseurs sont encouragés à réorienter massivement les flux de capitaux vers des activités considérées comme durables. Et donc là, je rejoins ce que vous disiez à l'instant, c'est comment apprécier la pertinence de l'investissement. Quels critères, quel impact. Et là, il y a encore beaucoup de flou et de confusion possible. Et donc de tâtonnement aussi. On peut repartir de votre expérience que vous nous avez confiée, mais très brièvement tout à l'heure. Votre société de bois, reprise, fait l'objet d'une offre d'un fonds d'investissement. Oui, le Berkshire Hathaway, qui est le fonds de Warren Buffett. Qu'est-ce que vous vous dites à ce moment, votre compère, vos amis et vous ? Déjà, au début, on était contents quand même, parce que c'est sympa. On est allé à New York 2-3 fois, on est allé loin quoi, dans la négo. Puis à un moment, on se retrouve avec un papier et lettre d'intention. Les avocats, c'est pas rien aux États-Unis. Donc en disant, voilà, on vous la rachète tant. Et puis là, un mois après, on pouvait avoir vendu. Et là, ce qui se passe, c'est je sais pas comment. C'est quand même la confrontation avec la financiarisation de l'économie. Est-ce que j'y participe ou pas ? Qu'est-ce que je fais de mes salariés ? Nous, c'est PME, hein, donc je dis pas qu'on est amis, mais quand même, on est rentré en vraie relation avec une bonne partie du personnel. Donc, on va les mettre aux mains de ces étrangers-là. Qu'est-ce qu'ils vont faire ? Voilà, puis on a décidé de ne pas le faire et on est très content. Décidé de ne pas vendre. Mais moi, je suis d'accord avec vous. Je pense que c'est pas encore prouvé. C'est pas encore assez long. C'est pas encore prouvé que l'ISR fait mieux que le traditionnel. Mais si au moins il fait aussi bien et qu'il fait du social, c'est top. Mais je pense qu'on le mesure encore mal. Et c'est vrai que les politiques de mesure là, dont vous parliez, c'est hyper important. Parce que moi, je irais plus loin. Je pense qu'on devrait... Les entreprises qui ont un impact sur le territoire fort, qui attirent des emplois, etc., elles pourraient avoir un taux d'IS réduit. Elles pourraient avoir un taux de TVA réduit. Enfin, on pourrait les encourager. Il y a plein de façons d'encourager le vertueux. Vous parliez de fondation. Et Anne parlait de fondation actionnaire. Je ne sais pas si tout le monde a moins mal compris que moi le principe de la fondation sur laquelle vous vous appuyez maintenant. Alors, une fondation, donc, c'est donc un objet social qui est un peu comme une association, qui n'appartient pas à des actionnaires. Il a une gouvernance, il a un conseil d'administration. Il n'appartient pas à des actionnaires, c'est-à-dire que les titres ne sont pas cessibles. On peut plus vendre. Oui, mais ils ont été délégués à la fondation. Ils ont été donnés. Non, ils ont été donnés. C'est un don. Nous, on a fait un don. Mon associé et moi, on a fait un don de 5% chacun du capital des entreprises à cette fondation. Comme ça, elle a 10%.
Et mon associé et moi, c'est assez fragile, hein, 50-50. Et on a déjà eu des moments où on s'entendait plus, etc., on s'engueule, etc. Et ça peut mettre par terre la boîte. Et du coup, cet actionnaire de référence, le jour où on a un problème de gouvernance, il joue son rôle d'actionnaire de référence. Et c'est lui qui décide. C'est pour protéger l'entreprise aussi. Il y a une grande partie des modèles, enfin moi les gens que je connais qui travaillent ces modèles, il y a aussi une volonté d'augmenter la résilience des entreprises. Parce que les soubresauts, je sais pas, il y a Lehman Brothers 2008, c'est peut-être rien du tout à ce qui va nous arriver. Et qu'est-ce qu'on va faire? Nous, on a envie de vivre, quoi. On a envie que, du coup, on diversifie les actifs. On a plein de... Chacun a sa stratégie. Nous, on diversifie les activités. On emprunte beaucoup, parce qu'on se dit que sur notre compte, quand ça va bien, les banques, les leviers, enfin, tout est ouvert. Au moins, c'est chez nous. On pense à un nouveau modèle aussi pour augmenter la résilience, aussi pour porter la responsabilité sociale, c'est-à-dire que l'entreprise en elle-même, elle puisse durer malgré ce qui risque d'arriver bientôt, quoi. Je vois que vous êtes optimiste. Les fondations actionnaires, il y a des fondations actionnaires qui détiennent beaucoup plus de 10% ou qui détiennent tout maintenant, Anne Landau. Alors, en France, il y a peu de fondations actionnaires. Oui. Le modèle, à l'origine, est plutôt un modèle de l'Europe du Nord. Danemark et Allemagne. Ouais. Les grands noms emblématiques, c'est Bosch, Ikea. Et Lego, voilà. Et en France, c'est Pierre Fabre qui est constitué sous forme de fondation actionnaire. Peut-être un point de sémantique là aussi. La fondation actionnaire, c'est pas la fondation que peut mettre en place une entreprise dans le cadre d'une opération de mécénat. Oui. Et on revient au commentaire de Monsieur Capron tout à l'heure. La philanthropie, c'est pas la RSE. Et ce malentendu potentiel nous vient là à nouveau des États-Unis. Donc c'est juste pour éclairer la discussion, parce qu'elle est un peu technique par moment, mais l'idée est quand même que tout le monde soit bien à bord et puisse mieux apprécier aussi ce qui se dit dans la presse et les enjeux que représentent ces sujets-là pour les entreprises d'aujourd'hui et de demain. J'ai bien compris que la volatilité s'est vue comme un grand risque et qu'on veut maintenir, tiens, on va employer un mot latin parce qu'il y a tellement d'anglais, affectio societatis, hein. Je ne sais pas, dans la presse, vous avez la Fondation de la Montagne qui essaye de maintenir le capital du journal La Montagne, qui est une fondation actionnaire pionnière. Monsieur Bocquet. Oui. Je voulais juste donner un complément d'actualité sur la question de et qu'est-ce que font les investisseurs pour développer les activités, on va dire, plutôt durables en matière environnementale, en matière sociétale, etc. Alors, au niveau européen, je ne sais pas si vous avez suivi ce sujet-là, il y a tout un dossier qui s'appelle Finances durables avec un certain nombre de textes d'application qui sont en cours d'examen et finalement dont le Parlement à venir et la Commission à venir, ainsi que les États, vont avoir un rôle important pour dire ce qui va être fait ou pas. C'est de déterminer finalement quelles sont les activités dites durables pour lesquelles les produits financiers vont pouvoir être qualifiés comme tels. C'est-à-dire, en gros, que les investisseurs puissent prouver que ce qu'elles définissent comme produits financiers durables le sont, entre guillemets, réellement. Et donc, du coup, il y a tout un travail de fond qui s'est mis en place avec énormément de groupes de travail, en se focalisant en premier sur la question de l'impact des entreprises sur le changement climatique. Puis après, ce sera la biodiversité, puis l'économie circulaire, puis etc. encore d'autres dossiers. Et à la fin, il y aura aussi les questions d'ordre plutôt sociétal. Alors c'est vrai que c'est un petit peu coupé en morceaux dans le temps, mais voilà. Et donc la question, c'est d'être finalement, pour un investisseur, comment déterminer sur des critères sûrs qu'une entreprise fait bien, qu'elle est verte ou marron, c'est voilà, par rapport aux fossiles. C'est un vrai travail qui peut être très intéressant. La question, c'est que si on veut avoir un effet d'entraînement sur l'économie dans son ensemble, est-ce qu'on a un raisonnement qui va financer uniquement 2% des activités qui sont déjà vertes aujourd'hui, et avec des produits financiers investis dans ces entreprises-là, ou est-ce que le débat, et notamment sur le changement climatique, est-ce que c'est pas de faire bouger ceux qui aujourd'hui ne sont pas verts, entre guillemets, ou utilisent beaucoup d'énergie fossile, ou ne sont pas assez performants, et d'investir sur ceux qui ont prouvé qu'ils allaient investir et se transformer pour devenir vertueux. Voilà. Et ça, c'est un gros débat qui a lieu en ce moment, qui est un peu trop cerné par les spécialistes, mais qui aujourd'hui va impacter toute l'économie.
Et dans la communauté des investisseurs, pour reprendre votre vocabulaire, Anne Lardou, si on prend la famille des petits épargnants ou des épargnants modestes, qu'est-ce qu'on sait de leur attitude sur leur intérêt pour le sujet qui nous occupe ce soir? Alors leur intérêt, il est varié. Il est peut-être d'abord guidé par l'incompréhension et la confusion. Je pense que pour le petit épargnant que je suis, ça devient compliqué de lire les descriptifs des supports d'investissement fournis par les banques aujourd'hui. Donc pour s'y retrouver, même en ayant un diplôme d'AgroParis, il faut se lever de bonne heure. Donc ça c'est le premier point. La lisibilité pour les petits épargnants, parce que si on veut une réorientation massive des flux de capitaux, c'est pas uniquement avec les investisseurs institutionnels, il faudra pouvoir emmener tout le monde. Donc ça, premier point, clarifier la compréhension de ce que sont les nouveaux placements, en quelque sorte. Les grands investisseurs institutionnels, eux, sont plus équipés et davantage rodés à ces sujets-là, donc la question ne se pose pas en ces termes-là, mais donc il y a la lisibilité, le label pour l'épargnant, petit ou institutionnel. Il y a par ailleurs le reporting des entreprises. Il y a différents types de reporting. Donc, comment les investisseurs institutionnels, donc qui proposent soit aux grands institutionnels, soit aux épargnants, vont-ils, eux, faire la description, le décryptage des reportings financiers, extra-financiers des entreprises. Donc, il y a toute cette mécanique de mesure, de traduction, d'interprétation qui est à organiser encore un peu plus si on veut avoir cet effet, qui est une politique publique, un mouvement de fond important initié par la France, par l'Union européenne, pour développer une croissance durable et plus inclusive. Juste pour appuyer ça, je pense qu'on est dans une révolution, et là je parle aux agos, encore élèves, voilà. Il y a une vraie révolution qui fait qu'aujourd'hui on va être dans une comptabilité et dans une analyse de la mesure. C'est une révolution qui a été celle de toute la comptabilité économique et qu'il va falloir faire sur les ressources, sur aussi le social, mais il y a déjà des éléments, mais notamment sur l'environnement. Et je pense qu'il y a un rôle majeur de développement de l'expertise dans ce domaine-là, y compris au sein des entreprises, mais pas que au sein des entreprises, partout dans l'administration. Et on a besoin d'experts pour aider les entreprises à intégrer cette... je dirais, on revient quasiment au physiocrate, mais on va compter les ressources. Et quand on voit bien que les problèmes de limitation ou de ressources ou de plafonnement des pollutions, entre guillemets, sont liés à des questions de ressources ou de polluants, on est bien sur une comptabilité de la matière et la révolution à venir, elle est énorme. J'aime bien quand vous parlez de révolution, parce que monsieur se présentait, qui était au fond, là, se présentait comme libéral, mais je me souviens d'un libéral écologiste, ça a existé, qui s'appelait Philippe Saint-Marc, c'était dans les années Giscard, il proposait d'intégrer l'eau, l'air dans la comptabilité. Révolution qui met du temps à s'installer. Hein. Oui, et puis c'est un changement de mentalité, c'est-à-dire que... Voilà, à mon avis, les agros, ils ont apporté ça vis-à-vis des écoles de commerce ou les écoles... Et dans les deux sens, d'ailleurs, on a aussi beaucoup à apprendre des autres. Et c'est peut-être d'ailleurs un des sujets d'intérêt pour l'école d'AgroParisTech, de se positionner davantage sur ces sujets d'intégration. Il faut aussi apprendre l'économie quand on est bon dans les ressources et réciproquement. Voilà. Michel Capron. Oui, je rebondis parce que je ne suis pas agro, mais je sais qu'à la rentrée de septembre, il y a une chaire qui s'ouvre à l'agro sur la comptabilité environnementale, animée par un de mes collègues et amis, Alexandre Rambaud. Et donc, c'est effectivement quelque chose... Je sais plus, au mois de septembre, je crois, l'inauguration. Mais ce que je voudrais dire aussi, c'est qu'il ne faut pas non plus se focaliser uniquement sur les investisseurs et sur l'ISR, parce que l'ISR représente encore une part relativement marginale de l'ensemble des investissements. Et il n'y a pas que les investisseurs qui sont des leviers ou des moteurs de la RSE. Je pense qu'il faut penser d'abord que les organisations de la société civile, vous le savez, ont joué un rôle comme important pour faire des pressions sur le monde des affaires, sur les entreprises. Les consommateurs, alors c'est consommateurs finaux, c'est moins évident. Hein, par contre, les acheteurs, par exemple, les acheteurs, notamment les acheteurs publics, mais aussi les acheteurs dans les entreprises, ont un rôle à jouer important par rapport justement aux commandes qui peuvent être faites auprès d'entreprises du type de Rana Plaza ou d'autres moins éloignées. Et puis, alors les organisations syndicales de salariés. Alors là, c'est un peu intéressant parce que
les salariés sont assez sceptiques vis-à-vis de la RSE. Hein. Les enquêtes qui ont été faites déjà il y a quelques années n'avaient pas gagné la conviction des salariés qui considéraient que la RSE, bon, moi j'ai souvent entendu ça, c'est l'affaire des patrons. C'est encore un truc que les patrons ont inventé pour nous entuber, quoi. J'ai souvent entendu cette formule-là, quoi. Avec cet oxymore formidable, finance durable, oui. Qui, dans l'opinion des salariés, doit avoir du mal à imprimer. Donc il y a des choses qui sont pas toujours claires, du fait que le message RSE est brouillé souvent par le fait qu'il y a une capture managériale de cette notion et qui empêche en quelque sorte d'aller de faire apparaître la RSE comme quelque chose qui va dans le sens de l'intérêt général et non pas dans le sens d'intérêt particulier de certaines entreprises. Mais les différentes catégories que vous avez énumérées, là, c'est ce qu'on appelle les parties prenantes. Qu'est-ce que c'est que les parties prenantes et y a-t-il une possible organisation des parties prenantes qui pourrait être parallèle au conseil d'administration? Alors, c'est un terme qui est un peu galvaudé aujourd'hui, enfin, qui veut tout dire et rien dire, parce que, à l'origine, hein, le terme de partie prenante, c'est un philosophe américain qui est Freeman, qui a inventé enfin, c'est pas lui qui a inventé, c'est parti d'un jeu de mots, hein, d'ailleurs, d'étudiants d'Harvard, je crois. Ce sont, en fait, des individus, des personnes ou des groupes qui sont impactés par l'activité des entreprises ou qui ont la possibilité d'influencer l'activité des entreprises. Alors, tout le monde est partie prenante, en fin de compte. Hein. Si, je ne vous souhaite pas, mais si vous vous faites renverser par le camion d'une société en sortant, vous allez devenir partie prenante de cette société. Vous voyez. Donc, tout consommateur est partie prenante des sociétés dont il consomme les produits. Et dans ce qu'on appelle partie prenante d'une entreprise, alors ça va bien sûr des actionnaires et des salariés au premier rang, mais il y a tous ensuite les fournisseurs, les clients, les collectivités publiques, et puis les victimes des activités, ceux qui subissent directement les impacts ou indirectement les impacts. Alors c'est peut-être byzantin la question que je vous pose. D'autres parlent de parties constituantes. Oui, alors certaines organisations de salariés, notamment la CFDT pour ne pas la citer, considèrent que les salariés ne sont pas des parties prenantes, mais des parties constituantes au même titre que les actionnaires. Et comment on discute chez vous, Alexis Nollet? Alors on s'engueule, j'ai compris. Comment on discute? Non, je parle des membres associés, moi. Alors il y a la fondation, 10%. Nous on discute, on a depuis 3-4 ans, on a changé de modèle de management, on est quitté le mode pyramidal et on a commencé par quelque chose qui s'appelle l'holacratie, Comment vous dites? Holacratie. Ça c'est pas de l'anglais au moins. Si, c'est de l'anglais, ça vient. Ça vient de l'anglais? Ça a été inventé là-bas. C'est de la gouvernance liquide par cercle, l'autorité distribuée. Donc on distribue l'autorité. Alors c'est un chemin qui est long, hein, on est tout le temps en train d'évoluer là-dessus. Mais on a quitté en tout cas le mode classique, sauf en temps de guerre. Voilà, on n'a pas trouvé de solution là quand on a une boîte qui n'allait pas bien. Là on est reparti. On est parti en temps de crise, il faut que ça. Le hiérarchique va quand même vite. Quand on est dans une gouvernance partagée, tout peut prendre un peu plus de temps. J'ai pas bien compris comment ça fonctionnait. C'est gazeux, comme dit tel homme politique. C'est liquide. On dit que c'est liquide. Ouais. C'est holomorphique. C'est des cercles dans des cercles qui chacun ont leur raison d'être, qui communiquent les uns avec les autres, qui ont une autonomie totale dans ce qu'ils font, mais qui sont limités par les autres cercles. Enfin, si vous connaissez pas, c'est un peu long. C'est compliqué là tout de suite de vous simplifier les choses. Des questions dans la salle? Un petit quart d'heure? Un bon quart d'heure si vous voulez. Commencez par monsieur. Excusez-moi, je reviens sur un tout petit point. Tout à l'heure, on a parlé des algues vertes. En fait, les algues vertes, c'est pas une pollution. Les algues vertes, c'est un bienfait pour le climat.
c'est un puits de carbone, puisque c'est en quelque sorte une sorte d'économie circulaire au niveau de la nature. Ça va être difficile à expliquer ce système circulaire aux maires de Bretagne aussi. Mais c'est à vous, les journalistes, d'expliquer. C'est difficile. Ils sont vent debout contre, mais on peut leur expliquer. Leur expliquer, c'est de dire que vous avez donc un excès de nitrate qui est mis sur les champs sous forme de nitrate à engrais ou bien sous forme d'azote dans les lisiers, et ce nitrate se retrouve dans la mer. Donc, et là, la nature le récupère et fabrique des algues avec. Et ensuite, si on récupère les algues et qu'on les traite pour faire par exemple, du combustible, on y gagne. Donc, il ne faut pas dire que c'est une pollution. Et donc, c'est là qu'on voit la difficile. Ce qui est difficile, c'est d'attribuer des responsabilités. Ça va être difficile d'expliquer aux gens qui suivent. Mais non, c'est possible. Qui suivent les camions remplis d'algues. Mais non, c'est possible. En Bretagne. Sauf si vous faites. Non, mais vous êtes un bon journaliste. Je vous écoute. Moi, je voudrais vous poser une question positive. Vous avez cité le nom d'Hermès tout à l'heure, en disant qu'au fond, un surmoi, c'est un surmoi la société Hermès, ça suffit à faire marcher sur les deux pieds correctement. Vous pourriez développer cet exemple? Non, parce que j'ai cité Hermès, que je ne connais pas spécialement. Ce n'était pas mon nom, mais c'était pour montrer que ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est que ce n'est pas vrai que les entreprises ont pour première mission ou premier but de gagner de l'argent. Pas toutes. C'est tout. C'est tout ce que je voulais dire. Mais là, je n'ai pas fini, parce que ce que je voulais dire, c'est que... Non, mais c'est important. C'est-à-dire que vous avez parlé tout à l'heure de la responsabilité des coopératives. Or, non. Là, l'État a une grosse responsabilité et il joue. Il fait ce qu'il a à faire, puisque le ministère de l'Agriculture fixe les taux d'azote qu'on met dans le sol, et c'est pour ça que ça marche. Je ne sais pas si vous savez, mais ces dernières années, il y avait beaucoup moins d'algues vertes. Alors cette année, il y en a encore un peu plus. On ne sait pas pourquoi, sachant que c'est très compliqué, sachant que déjà avant la guerre, il y avait déjà des algues vertes. Donc il n'y a pas que les agriculteurs. Mais ce qu'il faut dire, c'est que l'État joue son rôle. Ensuite, voilà, donc les coopératives... De quoi ? Oui, c'est possible. 84%, oui, je suis d'accord. Mais c'est pour ça que l'État a fait ce qu'il fallait pour imposer des valeurs maximales pour mettre de l'azote dans les champs. Voilà. Alors ensuite, l'État joue son rôle, mais la coopérative, elle est dans un système, on dit productiviste, mais on pourrait effectivement faire moins de porcs et moins de lisiers, mais les agriculteurs, on en fait quoi? Déjà qu'ils ne gagnent pas d'argent, déjà qu'il y en a qui se suicident, on en fait quoi? Donc là, l'État aurait à jouer son rôle, et ça fait partie des domaines où on ferait mieux d'avoir beaucoup plus de temps passé à la loi là-dessus que de s'occuper de RSE. Mais est-ce qu'on parlait des parties prenantes? Moi, je me demande si l'État, c'est plus qu'une partie prenante parmi d'autres. Oui. Dans l'ISO 26000, le texte que je citais tout à l'heure, l'État est une partie prenante, bien sûr. Mais oui, mais ce n'est qu'une partie prenante dans un grand ensemble. Oui. Et il ne joue plus le rôle directeur que monsieur souhaite peut-être. D'autres Alors moi j'ai une question pour aller sur le chemin du consommateur. Vous l'avez abordé très brièvement, mais peut-être pour mettre dans le débat la responsabilité du consommateur, qui quelque part peut avoir un impact sur la responsabilité sociale des entreprises. Pensez-vous que c'est quelque chose qui est en train de monter, c'est-à-dire dans les choix des consommateurs, les choix d'achat, l'intégration de la responsabilité prise par les entreprises? Que vaut des certifications à l'échelle d'une entreprise du genre B Corp? On a vu dans les réseaux sociaux récemment une société comme Blédina communiquer sur le fait qu'ils étaient accrédités B Corp, qui a une certaine valeur, en tout cas dans la façon dont ils mettent en avant, sur leur responsabilité sociale. Et je finis par des labels qui sont en train d'émerger au niveau des produits mêmes, sur une référence produit, ce que Ferme France est en train de mettre en place avec un indice de valeur sociétale d'un produit donné, basé sur un certain nombre de critères. Est-ce que ça peut bouger aussi, et ça a l'air de bouger en tout cas au niveau des consommateurs? On parlait des jeunes, je pense qu'ils sont plus branchés sur ces sujets-là que les gens de ma génération, et ça peut aller assez vite. Donc est-ce que ça va dans le bon sens? Qu'est-ce que vous en pensez? François-Nicolas Boquet. Je n'ai pas d'avis particulier parce que je n'ai pas assez examiné l'impact des B Corp globalement vis-à-vis des consommateurs. Enfin, je sais qu'il y a des expériences qui sont en cours. Moi, j'ai tendance à dire que globalement, les changements qu'on a envie sur d'un point de vue social, d'un point de vue environnemental, ils ne pourront pas être faits par un seul morceau, d'un seul côté du bas vers le haut, ou sur les côtés. Enfin, on parle de stakeholders, donc il y en a dans tous les sens. C'est vraiment en agissant sur à la fois
une prise de conscience et un développement interne dans les entreprises, un lien avec les consommateurs, un lien avec les territoires dans lesquels sont ancrées les entreprises, un lien avec les politiques. Donc je pense qu'il faut qu'il y ait des évolutions qui se fassent partout. Ce qui est sûr, c'est qu'à un moment donné, si on veut aller dans une prise en compte peut-être de moindre consommation de ressources à un moment donné, ou de moindre génération de pollution, il va falloir faire prendre en compte une évolution de la demande. Mais est-ce qu'il y a réellement... Il faut que les clients, quelque part, à un moment donné, aient envie de consommer autrement, en fait, d'une certaine façon, y compris... on voit les nouveaux modèles un peu s'établir, mais on voit bien, à un moment donné aussi, qu'il y a des limites dans ces modèles. La voiture partagée, c'est plutôt bien dans les grandes villes. Dès qu'on est un peu loin, c'est plus compliqué. Je pense que... mon sentiment personnel... Alors, je ne sais pas si on va changer de modèle, passer de capitalisme à un modèle complètement différent. Je pense qu'on va pouvoir reboucler des modèles économiques dont la viabilité économique ne sera pas assurée par les seules entreprises, mais qu'il va falloir trouver des agents de bouclage qui sont soit les territoires, soit des tiers. Et je pense que c'est dans ce sens-là qu'on va retrouver des bouclages macroéconomiques qui permettront à de nouvelles solutions de s'établir, et que ce ne sera pas juste une entreprise toute seule qui bouclera économiquement. C'est parce que, indirectement, sans forcément passer par le produit de sa vente, mais elle aura, compte tenu de ce qu'elle commercialise, elle aura une rémunération autre qui sera peut-être versée par une collectivité pour le fait de ce qu'elle commercialise. Voilà. Je pense que c'est ce tiers acteurs qui seront des points d'évolution assez profonds des business models des entreprises. On le voit bien avec l'émergence de l'économie de fonctionnalité. Les marchands de trottinettes, c'est super, mais ils ne vont pas forcément faire fortune. Ou alors, ils vont vendre leur entreprise à temps pour se faire acheter. Mais ceux qui sont vraiment intéressés par la pérennité des modèles économiques, ils vont devoir reboucler sur une recherche de tiers acteurs. Voilà. Michel Capron. Oui, à titre personnel. À titre personnel aussi, dans un pays comme la France qui n'a pas de grande tradition consumériste, je suis assez sceptique sur le fait que le consommateur final soit vraiment un levier important pour la RSE. Ce qui n'est pas tout à fait vrai pour d'autres pays, comme les pays d'Europe du Nord ou l'Amérique du Nord. Mais on voit bien en France que les grandes organisations de consommateurs sont assez faibles et ne s'intéressent pas d'ailleurs à la RSE. Ceux qui s'y intéressent, ce sont des petites organisations de consommateurs comme Léo Lagrange Consommation, par exemple. Mais il n'y a pas vraiment de grandes organisations de consommateurs qui s'y intéressent. Alors, sur le Bicorp, alors oui, il y a aussi une chose qui joue un peu en défaveur d'une responsabilité des consommateurs, c'est le foisonnement des labels. Parce que, comment se retrouver dans ce maquis, et il y en a de plus en plus, et il y en aura encore de plus en plus. C'est fou, aujourd'hui, quand vous avez un problème, on fait un label. Bon, alors, on s'en sort plus. Et d'autre part, il y a aussi la question du pouvoir d'achat, qui n'est pas négligeable. C'est-à-dire que les gens qui ont des revenus modestes, ils vont voir d'abord le prix, et certainement pas la qualité sociale ou environnementale du produit. Donc tout ça ne joue pas tellement en faveur d'un rôle moteur des consommateurs. Sur les labels Bicorp, moi je ne sais pas, c'est quand même assez récent. C'est là aussi quelque chose qui nous vient des États-Unis. Je dirais que il faut. En revanche, je suis d'accord avec Nicolas sur l'importance des territoires. D'ailleurs, certains territoires, enfin certaines régions, certaines communautés d'agglomération commencent effectivement à constituer des plateformes RSE qui permettent de coordonner les différents acteurs qui sont intéressés par la RSE. Je pense que ça, c'est vraiment une chose à venir, quoi. Et la plateforme des plateformes est animée à Paris par Michel Capron. Ah, non, je suis la plateforme RSE, il y a aussi une plateforme nationale. Oui, bien sûr, oui, mais qui n'est pas la plateforme des plateformes régionales. Non, non, d'ailleurs, Nicolas en fait partie également. Et j'ai été animateur de groupe de travail, mais je ne suis pas l'animateur de plateforme. Anne Lardou. Pour compléter sur les labels, je pense qu'on pourrait rêver d'avoir un label RSE comme on a le label bio, qui a vu et permis le développement des produits issus de l'agriculture biologique, mais on a une étiquette
qui permet de repérer, donc pour le consommateur que chacun d'entre nous est, de repérer très facilement ce dont il s'agit. Là, la RSE, elle peut se matérialiser de différentes formes. Elle peut prendre une dimension plus environnementale, plus sociale, selon la nature de l'activité de l'entreprise. Donc, de facto, on va avoir à gérer néanmoins une diversité de labels qui vont brouiller la lisibilité de la démarche. Donc, je pense que ça va être assez compliqué. Alexis Nollet. Ouais, on n'a pas entendu les jeunes. Il n'y a pas eu de question de jeunes. Incroyable. Donc, du coup, incroyable, je sais pas, mais ce serait sympa, ouais, de savoir ce qu'ils en pensent de tout ça. Les jeunes, sauf vous, hein, excusez-moi. Il y a une rangée entière, là, au 4e rang. Bon. Bonjour, moi je me demande... 43 à peu près. Ah, plus jeune qu'Alexis Nollet, alors. Un petit peu. Donc il est content. Je me demande dans quelle mesure on peut chacun, et aussi les journalistes et un peu tout le monde, faire évoluer les choses peut-être en discutant de tout ça assez simplement aussi. On est tous des organismes vivants, là on est à l'agro, donc ça tombe bien. L'agronomie, ça a commencé, c'est la source de l'économie, donc comment est-ce qu'on gère les ressources ? Et on a tous à faire ça, chacun pour soi. Qu'est-ce que je fais entre le plaisir rapide et le fait que je puisse continuer à être là demain pour m'occuper de mes enfants et d'autres choses. Donc une entreprise, c'est exactement pareil qu'un être humain. C'est un système vivant, ouvert, fermé, qui a des besoins, qui produit des déchets, qui produit de la richesse, qui produit plein de choses. Donc comment est-ce qu'on pourrait peut-être utiliser cette image d'un être humain que tout le monde connaît pour dire une entreprise, en fait, c'est ça. C'est juste un système un peu plus grand. Il y a le macro, il y a le micro. Le territoire, ça peut être le corps aussi qui dit stop, là, j'en peux plus. Je peux plus respirer, j'ai mal à ma terre, j'ai mal à mes algues ou à autre chose, enfin, peu importe. Pour rappeler à la tête, là, pensante, donc c'est pour ça aussi qu'il y a des modes de gérance qui sont un peu différents maintenant, mais... pour rappeler à la tête pensante, c'est bien là tout ce que tu veux faire, mais vous savez, des fois on a un fonctionnement assez rigide au niveau du mental parce qu'on sait qu'on a envie de ça et puis on se coupe un petit peu des réalités. Donc comment utiliser la connaissance du fonctionnement d'un être vivant, et ça peut être très simple, hein, un enfant de 5 ans peut comprendre ça, utiliser ça pour juste dire une entreprise c'est pareil, un territoire c'est pareil, un pays c'est pareil, une planète, c'est pareil, et donc, juste qu'on puisse tous se dire, oui, finalement, veillons à ce que ça dure un petit peu plus qu'1 an ou 5 ans, et voilà, pour voir ce que ça peut donner. Mais effectivement, c'est toujours pareil que de pouvoir se gérer soi-même, ça veut dire quelles informations j'ai, quelles sont celles qui sont pertinentes, il y a des expériences, des retours sur expérience, et comment j'évalue ça, et là, c'est toutes les questions qui sont là aujourd'hui, hein, c'est vraiment ça. Donc voilà, c'est une question très très ouverte, mais je pense que c'est très intéressant de parler de plein de choses très spécifiques, mais pour faire avancer tout ça, il faut des choses très simples qui marquent les esprits, qui te frappent l'émotionnel, qui frappent l'imaginaire, parce qu'autrement, les gens effectivement sont perdus par tout ça, quoi, et ça ne sert pas à grand chose en fait. Voilà. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup. C'est pas une question, c'est une mission, monsieur, que vous nous avez donnée. C'était pas une question, c'est un petit commentaire. Je suis un peu plus âgé que le jeune qui a parlé. J'ai remarqué au cours depuis 10, 20, 30 ans que petit à petit le mot agronomie disparaissait du langage commun, remplacé par l'écologie. Je ne sais pas si c'est exactement la même chose. Je voulais simplement rappeler, mes jeunes camarades le savent sûrement, l'origine du mot agronomie, les lois du territoire. Tout ce que nous venons de dire ce soir, fort intéressant, nous renvoie les acteurs économiques précisément aux lois du territoire. Alors la RSE, pourquoi pas la responsabilité agronomique de l'entreprise ? Là encore, il y a eu un appel aux jeunes camarades. Hein. Je peux, pendant qu'on tourne, Je voudrais juste peut-être
peut-être préciser ce que j'ai dit tout à l'heure quand je parlais de marketing. Je ne parlais pas de faire de la com sur la RSE. Je parlais d'autre chose. Je parlais du marketing au sens un peu plus noble, c'est-à-dire identifier un besoin et y répondre. Et si notre besoin à tous aujourd'hui, c'est de faire que la Terre soit viable pour les enfants et les petits-enfants à venir, c'est peut-être en travaillant sur ce besoin-là que les entreprises peuvent continuer à faire de l'argent. Parce que de toute façon, si tout part, si tout disparaît, on n'existe même plus. Et il y a certaines entreprises maintenant ont intégré à leur mission, certaines entreprises internationales, des objectifs de développement durable, parce que comme ils disent, si la Terre disparaît, on n'est même plus là pour faire de l'argent. Voilà, c'est ce que je voulais dire. C'est comme M. Jourdain, les entreprises ont toujours fait du développement durable sans le dire. Bonjour. Vous êtes d'accord avec cette métaphore du corps humain ? Alors non, je ne suis pas tellement d'accord. J'ai enseigné les théories des organisations pendant très longtemps et je me suis toujours méfié de cette métaphore du corps humain ou de l'être humain par rapport à l'entreprise. Parce que l'entreprise, certes c'est un système, mais c'est un système avec une multiplicité d'acteurs qui rentrent soit en coopération, soit en coalition, soit les deux en même temps, et que c'est plus un organisme politique, au sens noble du terme, qui, avec toutes les interactions, les contradictions qu'on peut trouver à l'intérieur. Et c'est justement ça, une des difficultés de la RSE. C'est comment faire pour que cet ensemble assez disparate aille dans le même sens. Et je voudrais revenir sur un point qu'on n'a pas suffisamment souligné, à mon sens, au cours de l'après-midi, c'est les dilemmes, les contradictions auxquelles les entreprises doivent faire face quand elles se lancent dans des démarches de RSE. C'est pas un long fleuve tranquille, le développement durable. C'est très compliqué. Il faut faire face à des contradictions, à des paradoxes, à des injonctions paradoxales dans tous les sens, entre le social et l'environnemental, entre l'environnemental et l'économique, entre l'économique et le social. Vous voyez, on n'a pas le temps de développer tout ça, mais ça serait peut-être intéressant un jour d'avoir une discussion en approfondissant un peu le sujet au niveau de l'entreprise, quels sont justement les défis auxquels elle doit faire face aujourd'hui en matière d'enjeux sociaux et environnementaux. Une dernière question ou intervention, avec toujours le même appel pressant à la jeunesse. J'espère que je suis assez jeune. Oui, alors par rapport à la RSE, en fait, vous avez parlé d'intérêt général et que la RSE servait à ce que l'entreprise serve l'intérêt général pour la société. Alors qu'en fait, quand on lit à quoi sert la RSE et les arguments qu'on donne, en tout cas aux dirigeants d'entreprise, c'est de pallier les risques. En fait, les risques réputationnels. Donc, est-ce qu'on va réussir à embaucher parce que les jeunes ne vont pas se diriger vers des entreprises qui n'ont pas de démarche RSE, etc. Est-ce qu'on va acheter nos produits, les risques ensuite financiers, est-ce que justement vous en avez parlé, est-ce que les investisseurs vont finir par investir dans notre entreprise si on ne s'engage pas par rapport à la RSE, et des risques législatifs, est-ce qu'on va réussir à garder suffisamment d'avance par rapport à la législation mise en place et pas perdre sa license to operate, réussir à continuer à faire fonctionner son entreprise. Et donc, est-ce que ça, c'est pas juste servir l'intérêt particulier de l'entreprise de continuer à fonctionner en fait? Est-ce que la RSE, ça sert? Et est-ce que la RSE, elle est suffisamment exigeante par rapport à ce qu'on voit aujourd'hui finalement des problèmes d'inégalité sociale et des problèmes où on a bientôt plus de ressources? Et on vous proposerait un poste de RSE? Figurez-vous que c'est ce que je fais. Et alors, vous êtes rattaché à qui? Ah, est-ce que je peux le dire? Non, mais je ne parle pas du nom de l'entreprise. Mais vous dépendez de la direction générale, vous dépendez du secrétariat général. RSE est un groupe. Et
C'est dans la direction de la communication, c'est dans la direction générale, c'est rattaché à quelle structure dans l'entreprise? Directement la direction RSE du groupe. Ah, bah c'est déjà pas mal, dirait Anne Lardou, parce qu'il y a pas mal de responsables de RSE qui sont dans la communication. Oui, ce qui justifie le point de vue de madame. Mais Nicolas doit avoir des chiffres plus précis à l'esprit que moi. On voit souvent les directeurs développement durable au RSE rattachés à la communication, majoritairement dans une bien moindre mesure à la direction générale, et encore moins les directeurs RSE, membres des comités exécutifs des entreprises, c'est-à-dire dans des postes de décisionnaires. C'est très très rare. Mais alors, vous êtes dans la RSE et vous êtes dans la même situation que celle des jeunes qu'on évoquait au début. Une contradiction, parfois une contradiction quotidienne, une recherche de sens, une résistance aux tâches qu'on vous fait incomber. Donc vous êtes, après l'expérience de la RSE, dans le même mécontentement que les jeunes qu'on évoquait avant la RSE. Oui, je suis un peu toujours la même. Au final, je voulais juste savoir vraiment à quoi ça ressemblait dedans. Mais, Ah, vous y êtes allé par curiosité? Oui. Ouais, je pense que ce que vous décrivez, je ne sais plus qui l'a dit, les grands groupes, on parle beaucoup de Danone quand même. C'est le Faber quand il parle. Voilà. Moi, j'entends qu'on le critique beaucoup. Alors que je pense qu'il fait un travail incroyable avec les contraintes qu'il a, avec des actionnaires qui lui tapent le cours de bourse tous les jours. Là. Il fait plus de fric. Lui, il a réussi à se créer sa personne. Il est un peu indéboulonnable, comme Carlos Ghosn, donc peut-être pas. Mais en tout cas, il y a des contradictions dans les grands groupes qui sont énormes et qui je dirais plus, c'est une vocation personnelle. Soit on est prêt à aller travailler là-dedans parce qu'on fait quand même plus de choses pour réduire d'1 gramme le truc de McDo, là, le plastique du McDo, même si c'est pas très... Je sais pas, c'est pas très idéaliste peut-être, mais ça fait vraiment beaucoup de bien dans ces grands groupes de faire un petit truc, parce que c'est une énorme échelle, et si vous êtes plus attiré par avoir vraiment un truc, il faut venir en PME. Mais dans les grands groupes, je crois que vous aurez toujours cette contradiction qui est pas facile. Moi, j'ai eu beaucoup de mal à gérer chez L'Oréal. On me disait en entretien d'embauche, en entretien d'évaluation, il y avait une phrase « apprendre à gérer les paradoxes ». Alors moi, je n'ai jamais compris ça. Maintenant, j'ai compris en fait, mais à l'époque... 25 ans, je comprenais. C'est bien, c'est une bonne conclusion déjà, parce que c'est une conclusion ouverte. Allez, conclusion, Monsieur Boquet, Monsieur Capron. Peut-être pour reprendre la parabole humaine, est-ce que l'entreprise ressemble à une personne, etc. Je pense que surtout, il ne faut pas oublier que l'entreprise est composée de personnes, en fait, déjà. Il y a plein d'individus qui sont dans l'entreprise, et ces individus, ce sont des vrais individus comme vous et moi. Ils ont leur passé et ils ont aussi leurs contradictions, mais enfin, ils ont aussi envie d'avancer vers une forme d'idéal qu'ils ont. Donc, par ailleurs, je pense que c'est important de pas nécessairement stigmatiser du coup l'entreprise ou les grands groupes ou machin. Il y a autant de gens que vous et moi qui ont envie d'avancer sur ces questions-là, qui se trouvent parfois pris dans des logiques générales où il faut de la rentabilité, il faut un certain nombre de modes de fonctionnement. Mais je pense qu'ils ont aussi envie de changer les choses. Et je pense que l'important, c'est de pouvoir dans ces organisations capter cette énergie et essayer de la mettre au service d'une vision, à un moment donné, qui soit davantage compatible avec ces enjeux. Voilà. Mais je pense qu'il y a autant de bonne volonté dans les entreprises qu'en dehors des entreprises. Et ça, je veux bien le dire à toutes les parties prenantes. Vous n'avez pas été mal à l'aise avec les parties prenantes? Ah non, je le dis d'autant plus qu'on se connaît bien. Non, mais ce que je veux dire, c'est... Comme le craignaient nos amis tout à l'heure. Non, voilà, je pense que... voilà. Dernière partie prenante. Oui, moi je rebondis sur ce que disait Madame. Si je comprends bien, vous considérez que malgré toutes les démarches, les initiatives volontaires, les législations, on est encore loin du compte. Hein? Je partage tout à fait votre point de vue. On est très loin du compte. On n'est pas assez exigeant avec les entreprises. On n'est pas assez ferme. Il faut que ce soit du volontaire ou que ce soit du législatif. Il faut aller beaucoup plus loin. On voit bien que tous les indicateurs sont en rouge aujourd'hui. Alors, il y en a qui font des choses, bien sûr, pas nier, mais que ce soit le changement climatique, la biodiversité, la raréfaction des ressources naturelles, et j'en passe, on est loin du compte aujourd'hui.
On va peut-être dans le mur, il y en a certains qui le disent. Hein. Bon, donc il y a vraiment à prendre les choses à bras-le-corps, et je pense que l'attitude des entreprises, et notamment des grandes, c'est un peu le refus de voir les externalités qu'elles génèrent. Bon, Total a été mise en demeure là ces jours-ci pour avoir un plan de vigilance insuffisant. On va voir sur leur scope 3, sur leur scope 3. Enfin, je pense que Total est le premier à savoir que le changement climatique va profondément modifier son activité. Oui, mais il y a des communes qui ont 14 communes qui... Je veux pas, voilà, je suis pas Total, mais ce que je veux juste dire, c'est qu'ils ont été accusés sur la question de la non-identification des émissions du scope 3. Il faut quand même préciser les choses. Scope 3, c'est le résultat des émissions induites par la consommation de leurs produits énergétiques. Je pense d'ailleurs qu'ils ont avancé pour expliquer quels étaient leurs effets et comment avancer sur ce sujet-là. Je pense qu'en même temps, on ne peut pas dire que Total soit la dernière entreprise à réfléchir à l'évolution de son business model. Alors, est-ce que ça va assez vite ou pas? C'est ça la question. Voilà. Je ne sais pas si on est tous à la bonne place avec les mêmes contraintes. Et je pense qu'effectivement, tout le monde a envie que ça aille plus vite. Par exemple, aujourd'hui, vous avez une obligation de reporting extra-financier. Bon, ça se fait, c'est conforme à la loi, grosso modo. Mais qu'est-ce qu'on observe? Il y a des engagements. Il y a des engagements qui ont été pris au moment de la COP 21. Que sont devenus ces engagements? On ne sait pas. Il y a eu des mesures, il y a des moyens mis en œuvre. Quels ont été les résultats? Et c'est ça, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut plus se satisfaire de bonnes intentions, d'engagements qui sont sans doute sincères, s'il n'y a pas en face des résultats. Or, aujourd'hui, encore une fois, globalement, on est loin du compte. Voilà. Je pense qu'il faut que les entreprises reconnaissent qu'elles ont des externalités négatives et que d'autre part, elles reconnaissent que c'est pas elles non plus à décider de l'avenir de la planète. Bon, je pense. Non, on laisse la conclusion. Je suis désolé, là je vais intervenir. Je pense qu'elles sont parfaitement, enfin pas toutes, mais je pense que la plupart sont quand même très conscientes de leur impact sur les sujets. Je pense que ça les arrange pas nécessairement de savoir qu'elles ont un impact et qu'elles doivent évoluer. Je pense qu'elles sont toutes conscientes de cette évolution. La question, c'est comment, dans cette évolution, elles survivent demain, en sachant que le business model, il doit évoluer énormément pour après-demain. Je pense juste aussi sur la question de la transparence des engagements volontaires. Moi, au titre de la FEM, j'ai fait des engagements d'une centaine d'engagements d'entreprise, par exemple, sur l'économie circulaire. J'ai fait un point d'avancement transparent sur l'ensemble de ces engagements. Et je suis bien conscient que les parties prenantes ont envie de savoir, et c'est normal. Donc moi, je suis un partisan d'un suivi régulier des engagements. Il y en a certains qui vont être donnés d'ailleurs à l'occasion du G7 sur les engagements financiers des entreprises sur le charbon, etc. Moi, je suis d'accord, il faut donner une transparence sur le suivi des engagements. C'est pas de la com, c'est quelque chose de sérieux. Merci à vous tous d'avoir été partie prenante de ce débat.